Tous, très heureux de revenir à Rennes. La précédente fois, c'était il y a bientôt 2 ans, et on s'était dit ce sera avec un grand plaisir qu'on reviendra. Donc nous voici à nouveau réunis. Merci au Champ Libre et merci à nos partenaires de l'APSES. Alors ce premier débat, il s'imposait, croissance, où en sommes-nous? Il s'imposait pour cadrer un peu les discussions qui vont animer nos échanges dans ces 2 jours, aujourd'hui et demain. Pour l'ouvrir, nous avons invité 2 économistes, à l'extrême droite, si j'ose dire, Jean Pisani-Ferry. Il m'en voudra pas. Non, c'est même pas une mauvaise blague, c'est juste une maladresse. Jean Pisani-Ferry, donc, qui est économiste, fondateur du think tank européen Bruegel et actuellement patron du encore jeune commissariat général à la stratégie et à la prospective, puisqu'il a été mis en place il y a quelques mois maintenant. Au centre, il m'en voudra pas davantage. J'occupe toute la gauche aujourd'hui. Xavier Timbaud, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. L'Observatoire français des conjonctures économiques, qui est un partenaire habituel d'Alternative économique, puisque nous réalisons tous les ans ensemble un hors-série qui s'appelle L'état de l'économie, avec le millésime de l'année de sortie. Alors, ce sera 2014, à bientôt. Il est quasiment sous presse, il est en train d'être fini. Si Xavier a fini son papier, tu as fini? C'est bon? C'est bon. Donc tout va bien. Voilà. Alors la question, elle est simple, elle est immense, et il faut la poser à la bonne échelle. On est aujourd'hui très inquiet avec la croissance. On se demande si elle nous a désertés. On est inquiet de ces variations de très court terme, très conjoncturelles. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est fini, Jean Pisani, la croissance ? Je pense qu'il est naturel de se poser la question. Le niveau du PIB en France au 4e trimestre de l'année dernière était probablement exactement au même niveau qu'au 2e ou 3e trimestre 2008. Donc ça fait plus de 5 ans sans croissance. Donc on pourrait dire la nouvelle normalité, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, depuis que vous vous intéressez, enfin pour les plus jeunes d'entre vous, depuis que vous vous intéressez à ces questions, vous entendez parler de l'absence de croissance. Donc la question est naturelle. En même temps, je pense qu'il faut aussi se rappeler d'abord que dans le même temps, le PIB de la Chine a augmenté des 3/4, qu'il y a toute une partie du monde, la plus grande partie du monde, qui est en croissance. Il y a même des pays avancés qui sont en croissance. Si on regarde les États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé en Europe. Et même en Europe, il y a des pays comme l'Allemagne, mais aussi la Suède, qui est un pays avancé, qui ont de la croissance. Donc je ne pense pas du tout qu'on soit dans une panne définitive. Je pense qu'on a beaucoup de questions sur le rythme de croissance possible. On a des questions aussi sur ce qui est souhaitable. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment très mélangé à l'égard de la croissance. Il y a beaucoup de gens, quand ils entendent croissance, qui entendent les effets négatifs de la croissance, que ce soit en termes d'environnement, en termes d'effets territoriaux, en termes d'effets sociaux. Donc il y a beaucoup le consensus autour de la croissance est abîmé, pour ne pas dire cassé. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est simplement dans une espèce de convergence vers la stagnation qui serait inévitable, même si évidemment les rythmes ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on a connus à d'autres périodes de notre histoire. Mais alors, vous allez répondre à la même question, Xavier, mais tout ce que vient de nous dire Jean Pisani est tout de même très inquiétant. Par exemple, sur la question de l'emploi, on ne peut pas s'empêcher de penser que pour beaucoup de nos concitoyens, pas de croissance, ça signifie un niveau élevé et durable, persistant de chômage. Oui, parce que la croissance, ça fait référence à l'évolution d'une société, de son économie. C'est une façon très résumée de parler de cette évolution. Mais il ne faut pas regarder que l'évolution, il faut regarder aussi l'état. Et là, aujourd'hui, non seulement on a le même niveau d'activité qu'on avait en 2008, mais il y a quand même des différences par rapport à 2008. Une majeure et qui préoccupe évidemment tous les jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, c'est le niveau du chômage. Donc, on est dans une situation où le niveau d'activité est le même qu'en 2008, mais où le niveau du chômage n'est pas du tout le même qu'en 2008. Et ça a des conséquences, c'est-à-dire que ça veut dire que pour une fraction de la population, ceux qui sont soit directement concernés par ce chômage, soit ceux qui en sont indirectement concernés,
indirectement par exemple parce que le risque qu'il soit au chômage a simplement augmenté et que cet élément de risque qui augmente a des conséquences sur leur salaire, a des conséquences sur les projets qu'ils peuvent faire sur l'avenir. Ça nous montre que derrière cette panne de croissance, enfin c'est même plus qu'une panne de croissance, c'est une des plus grandes crises qu'on ait connues depuis la Deuxième Guerre mondiale, se cachent en fait des bouleversements de la société. Donc il serait dangereux de regarder ce chiffre de croissance, de dire on n'a pas eu de croissance depuis 2008, et de dire rien ne bouge. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a des tas de choses qui bougent derrière ce chiffre de croissance. Et donc, ce zéro de croissance. Et donc, ces choses qui bougent, elles ont une importance radicale et considérable sur notre vie. Donc, attention, cette notion de croissance ne nous raconte pas cette histoire. Elle ne nous raconte pas tout ce que nos vies vont devenir et tout ce qui pourrait se passer. Oui, Jean ? Sur ce point de lien croissance-emploi, bon, pour faire simple, la croissance, ça se décompose en l'augmentation de l'emploi et puis l'augmentation de la productivité du travail. Et quand on regarde ce qui s'est passé des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis, on a de la croissance, mais on n'a pas d'emploi. La part de la population américaine qui est dans l'emploi a baissé de 5 points. Et aux États-Unis, la récession de l'emploi, enfin la chute de l'emploi, qui n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2008, c'est de très loin la plus grave de l'après-guerre. Enfin, la chute est extrêmement grave. En Europe, on a moins de croissance, mais la situation de l'emploi est meilleure. En moyenne en Europe, la part de la population qui est en emploi a baissé d'1,5 point contre 5 points aux États-Unis. Donc on a moins de croissance, mais même si la situation de l'emploi n'est pas bonne, je ne suis pas en train de dire qu'elle est bonne, elle est moins grave qu'aux États-Unis. Et pourquoi la différence, c'est qu'eux, ils ont fait de la productivité, c'est-à-dire que les entreprises américaines ont réagi à la récession en 2008 en réduisant leurs effectifs, en faisant des efforts énormes de productivité. Donc les entreprises vont bien, mais il n'y a pas d'emploi. En Europe, on a eu beaucoup plus de sauvegarde de l'emploi, encouragée par les gouvernements, aussi parce que les entreprises se sont comportées comme ça. Et du coup, on n'a pas de productivité, on a une panne de productivité, on se demande si elle va durer, on se demande si devant nous, ça va continuer avec une très faible productivité. Et on a une situation dans l'emploi qui pourrait être, compte tenu de l'écart de croissance qu'on a eu avec les États-Unis, qui pourrait être beaucoup plus grave, mais qui ne l'est pas, parce que ce qui a la différence, c'est de la productivité. C'est un peu une inversion des régimes qui étaient les régimes habituels des années 80-90, quand on comparait les États-Unis et l'Europe. C'est une inversion par rapport à plus aux années 80. Dans les années 90, on avait déjà plus de productivité aux États-Unis. C'était la nouvelle économie. Et déjà, il y avait un écart. Mais on avait de la productivité en Europe, mais on en avait encore plus aux États-Unis. C'est pas vraiment une inversion en fait du régime récent, parce que le phénomène que décrit Jean Pisani-Ferry, c'est un phénomène dans lequel en fait aux États-Unis le surplus d'activité qui s'est produit se traduit au bout du compte par une augmentation des inégalités. La plupart des gens, disons l'individu médian, celui qui représente le mieux la population, lui, en fait, son niveau d'emploi, sa probabilité d'avoir un emploi n'a pas changé. Mais par contre, il y a plus de richesse produite aux États-Unis. Donc ça veut dire que ce plus de richesse, il est allé quelque part. La piste, c'est qu'il est allé dans les entreprises. Mais les entreprises, c'est des objets juridiques qui flottent en l'air. Donc en fait, derrière les entreprises, il y a des propriétaires d'entreprises. On sait aussi qu'aux États-Unis, la distribution de dividendes, de revenus de la propriété, le niveau des actions, qui représente la valeur des entreprises, est remonté aussi. Donc, ce qui est frappant et intéressant dans ce phénomène aux États-Unis, c'est qu'il y a plus de croissance, mais ce plus de croissance, c'est plus de croissance probablement des plus riches. On n'a pas d'éléments très précis là-dessus encore aujourd'hui, sur les derniers éléments, mais on sait que jusqu'en 2012, cette dynamique qui est caractéristique des États-Unis depuis le début des années 80, en fait, elle a continué. Et de l'autre côté, en Europe, on peut dire quoi ? On peut dire que le marché du travail est un peu moins dégradé, on a un peu moins de croissance. Imaginons qu'on fasse une reconstruction de l'activité économique dans laquelle on prendrait que l'individu médian, on oublie les plus riches. En fait, probablement, on aurait une situation dans laquelle, assez paradoxalement, il y aurait un peu plus d'activité en Europe et un petit peu moins aux États-Unis, au lieu de la hiérarchie qu'on observe aujourd'hui. C'est peut-être pas si simple que ça, mais ça traduirait le fait que le marché du travail est moins dégradé en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis.
Après, l'autre point, c'est donc la croissance, c'est pas un lien direct avec l'emploi, c'est pas un lien direct avec les inégalités. Maintenant, imaginons que la priorité ce soit de retrouver un niveau de chômage bas, le plus près possible de ce qu'on appelle le plein emploi. Pour arriver à ça, c'est pas la seule solution, mais pour arriver à ça, très probablement, il faudra augmenter le niveau d'activité. Donc, vous voyez, plus de croissance, ça ne veut pas dire moins de chômage, mais très probablement, ou en tout cas une solution pour avoir moins de chômage, c'est d'avoir plus de croissance. Donc il n'y a pas un lien entre les deux, mais en même temps, les deux notions ne sont pas non plus totalement disconnectées l'une de l'autre. Jean, vous aviez un commentaire sur... Non, j'avais une réaction sur cet individu médian, parce que j'avais en tête des chiffres sur l'Allemagne qui sont très frappants, parce que l'Allemagne, c'est le pays qui réussit le mieux, c'est le pays qui, dans la crise, a baissé son taux de chômage. Et en même temps, c'était un pays où je chiffre en tête sur les famille médiane n'a pas vu son revenu réel augmenter depuis 10-15 ans. Donc on a des phénomènes à l'américaine qui se produisent aussi dans certains pays européens. Pour revenir sur le dernier point de Xavier Timbaud, je pense que, voilà, pour dire la même chose que ce qu'il dit autrement, on a deux questions devant nous. On a une question et qu'on a tendance à confondre, mais qui ne sont pas les mêmes. Il y a une question qui est de dire, est-ce qu'on peut retrouver de la productivité? Est-ce qu'on doit retrouver de la productivité? Donc c'est toute la question sur... Ça s'oriente autour du progrès technique et de la manière dont on l'utilise. Et puis il y a une question qui est, est-ce qu'on peut refaire baisser le chômage? Est-ce qu'on peut revenir à des niveaux d'emploi qui sont plus élevés? Et même d'ailleurs remonter par rapport le niveau d'emploi par rapport à ce qu'on connaissait même en 2007-2008, qui était loin d'être une situation idéale. Et ce sont deux questions qu'il faut distinguer. Juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, on a le sentiment à vous écouter, on peut être surpris de ce que vous dites des États-Unis, parce qu'on a le sentiment que le taux de chômage est plus bas, mais en réalité, ce que vous dites se vérifie quand on regarde les taux d'activité qui se sont beaucoup effondrés ces derniers temps. Oui, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui sont sortis du marché du travail. Ça, voilà. Et donc il y a des gens qui sont découragés simplement. Ils ne sont même plus comptés comme chômeurs. Ils sont plus comptés. Alors, le taux de chômage américain baisse. Mais le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des gens d'entre 15 et 65 ans qui sont dans l'emploi, elle est absolument stable depuis le début de la reprise, c'est-à-dire 2009-2010. Et il y a une marge d'escalier, c'est 5 points en dessous. Et le taux de chômage baisse, mais la contrepartie de ça, c'est les gens qui sortent du marché du travail. Et paradoxalement, ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés au moment de la crise sur le marché du travail parce qu'il y a les jeunes qui arrivent et les vieux qui partent plus tard avec les réformes des retraites. Et donc, en fait, en Europe, on a du chômage élevé parce qu'on a beaucoup de gens qui arrivent, en fait, soit qui restent, soit qui arrivent. Mais en termes de taux d'emploi, on a une performance qui est meilleure. Voilà. Alors, avant de faire un flashback, parce que je voulais vous proposer de regarder l'histoire assez loin en arrière du moment auquel on se trouve, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette énigme de la panne de productivité qu'on observe aujourd'hui en Europe. À quoi est-elle due ? Et question sous-jacente, peut-on espérer connaître des chocs de progrès techniques tels qu'on a connus par le passé dans les années qui viennent? Il y a un scepticisme grandissant sur cette question de part et d'autre de l'Atlantique, d'ailleurs en dépit du fait que la productivité se porte mieux aux États-Unis aujourd'hui qu'en Europe. Quel est votre point de vue là-dessus, Xavier? Alors, c'est une question importante, et alors elle divise les économistes. Donc, bon, là aujourd'hui, vous avez 2 économistes, donc vous aurez probablement au moins 2 opinions sur ce sujet, mais il y a une diversité encore plus grande potentielle. Bon, vraiment pour dire les choses de façon très caricaturale, il y a deux grandes thèses qui s'opposent. Une qui consiste à dire nous avons connu un âge d'or qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, et cet âge d'or était caractérisé par un progrès des techniques très rapide, des niveaux de croissance très élevés, des sociétés très dynamiques, des sociétés aussi beaucoup plus égalitaires que celles qu'on connaît aujourd'hui. Thomas Piketty nous explique même que dans ces sociétés, il y avait beaucoup moins de patrimoine et donc beaucoup moins d'héritage. Donc des sociétés qui sont aussi plus des sociétés dans lesquelles on obtient son niveau de vie par son travail. Et puis que cet âge d'or a fini par disparaître, c'est lentement étiolé,
la croissance a ralenti par différentes phases successives, le choc pétrolier de 73, le choc pétrolier de 79, d'autres événements, les récentes crises qu'on vient de traverser n'étant en fait que des étapes dans cette progressive extinction en fait du dynamisme de nos sociétés. Bon, en plus, elles vieillissent, elles s'enquistent, le patrimoine reprend une place très importante. Donc, une vision assez noire des choses dans laquelle, voilà, on est en train de mourir de sclérose. Et puis qu'en plus, on est dans un monde où il existe des zones de dynamisme qui nous font rêver. L'Inde, la Chine, le Brésil. Et donc, on peut presque se demander, quand on est aujourd'hui dans ces pays développés, est-on né au bon endroit? C'est-à-dire, parce que là où on s'amuse, là où les choses se passent, c'est pas ailleurs. Alors ça, c'est une première thèse. Il y a une deuxième thèse qui consiste à dire, en fait, les choses sont pas si noires que ça. Il faut regarder les chiffres en détail. Le ralentissement de la productivité aux États-Unis n'est pas du tout aussi net qu'il peut l'être dans les pays européens. Cet âge d'or dans les pays européens, il a existé, mais c'était un phénomène de rattrapage. Donc, les pays européens étaient moins productifs que les États-Unis. Ils ont fait des efforts de productivité, des investissements. Ils ont accumulé du capital productif. Ils se sont développés, comme d'ailleurs les pays émergents aujourd'hui. Mais en fait, ils ont rattrapé le niveau de vie des États-Unis. Pas tout à fait rattrapé. Pas tout à fait, presque rattrapé en fait, parce qu'après il y a des effets un peu compliqués de structure de population, des effets compliqués de mesure du PIB. Donc on peut arriver à construire des indicateurs dans lesquels le niveau de vie d'un Américain médian, encore une fois, ressemble beaucoup au niveau de vie d'un Français médian, une fois qu'on tient compte de tout un tas de facteurs. Donc peut-être que les différences de niveau de vie, ou alors disons que ces différences de niveau de vie, elles s'expliquent par des choix. Le choix de travailler un peu plus ou un peu moins, le choix de partir à la retraite un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais à la limite, ces choix sont des choix qui sont assumables et qui n'ont pas de conséquences. Alors, dans cette idée, en fait, le ralentissement de la croissance en Europe, il serait plus lié au fait qu'on a beaucoup cherché au cours des 20 ou 30 dernières années à réduire le chômage par tous les moyens, en abaissant le coût du travail sur les moins qualifiés, en ayant des politiques spécifiques sur les marchés du travail, et qu'en fait ça a induit une forme de baisse de la productivité, mais qui en quelque sorte est pilotée ou artificielle. Donc elle ne témoigne pas d'un manque de dynamisme, elle témoigne plus d'un choix qui a été fait, de vouloir réduire le chômage. Alors pourquoi il y avait du chômage? Là aussi, il y a des explications multiples et variées qui peuvent s'entrechoquer. Ça peut être parce qu'on a des marchés du travail qui ne sont pas comme il faut, ils ne sont pas bien régulés. Ça peut être parce qu'on s'est soumis à une discipline assez terrible pour construire la monnaie unique et que cette discipline a, au fil des années, au fil des décennies, finalement représenté un point important. Donc il y a eu des conséquences, y compris en termes de chômage. Mais qu'au fond, notre capacité à être dynamique n'est pas fondamentalement compromise, en tout cas pas par ces phénomènes de sclérose. Donc l'avenir n'est pas aussi fermé qu'on pourrait l'imaginer. Oui, question entre Calais. Est-ce qu'on pourra revivre ce qu'on a vécu dans les années 60? Par exemple, je pense, la révolution agricole, vous avez 1 hectare, vous avez une personne qui travaille dessus, elle va produire, cette personne, en réalité, sur sa même base, 3-4 fois plus, sans étendre son territoire. Donc, est-ce qu'on va connaître des chocs de productivité de cette nature-là dans les années qui viennent? Alors, pour répondre très rapidement, après je laisse la parole à Jean Pisani-Ferry, mais la révolution, elle se reproduit chaque jour, parce que, en fait, on a augmenté le niveau de productivité, par exemple agricole, mais aujourd'hui, on maintient ce niveau de productivité agricole. Donc, on n'a pas une augmentation permanente de notre productivité agricole, mais déjà, on arrive à maintenir des niveaux de productivité agricole, ce qui en soi est déjà une révolution. Une des questions qui va se poser demain, et maintenir, ça ne fait pas de la croissance, mais ça maintient notre niveau de vie. Donc, plus que l'augmentation de notre niveau de vie, le niveau de notre vie est assez important. Est-ce que vous préférez aller vivre en Inde avec un revenu quotidien de 3 ou 4 dollars, ou est-ce que vous préférez vivre en France 3 ou 4 dollars qui augmentent? Je vous réponds, moi non, c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque je vous entendais dire, c'est peut-être là-bas qu'on s'amuse, j'en doutais beaucoup. Mais, et oui. Voilà, bon. On s'amuse, mais il faut accepter un niveau de vie très bas. Jean Pisani-Ferry. D'abord, je crois que sur la comparaison avec les pays émergents,
il ne faut pas s'étonner de l'écart de croissance qu'on a avec les pays émergents. Il ne faut pas s'en alarmer. Il suffit d'aller dans un de ces pays et de voir, on le voit sous nos yeux, le potentiel de gain de productivité qu'il y a. Quand on voit comment on fait une route, par exemple, on voit ça sous nos yeux, on voit les gens en train de faire une route, on comprend tout de suite que même avec très peu de choses, même avec très peu de capital, on peut augmenter considérablement la productivité. Quand on voit quelqu'un transporter un seau, voilà, là où une petite benne augmenterait considérablement la productivité. Bon, c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire avec un peu de capital, avec de la technologie. Le grand phénomène, quand même, qui a, je pense, poussé la croissance des pays émergents, c'est que la technologie est devenue accessible. La technologie qui était réservée aux pays avancés est devenue accessible, est devenue beaucoup plus facilement accessible, même si la propriété intellectuelle est encore là pour limiter la diffusion de la technologie. Quand même, massivement, elle a diffusé. Elle a diffusé par de l'investissement direct, elle a diffusé par de l'imitation, elle a diffusé par des tas de canaux. Le savoir, sortir du sous-développement, c'est-à-dire sortir de la contrainte absolue sur l'absence d'épargne, l'absence de capacité de financer un peu de capital pour commencer à faire de la productivité. Et puis c'est parti. Et donc ça donne des rythmes de croissance qu'on voit partout, y compris maintenant en Afrique, puisque maintenant on a des rythmes de croissance en Afrique qui sont de 5-6% dans beaucoup de pays africains. Donc eux font aujourd'hui des bons comme on a fait. Ils font les bons plus rapidement parce qu'au fond la technologie se diffuse plus rapidement, parce qu'il y a plus d'investissement direct, et puis parce que l'écart au départ était beaucoup plus important qu'entre nous et les États-Unis dans les années 50. Mais on fait le même genre de phénomène. Alors est-ce qu'on peut retrouver des croissances, nous, de l'ordre de celles qu'on avait dans les années 50 ou 60 ? Non, personne ne le pense. En revanche, est-ce qu'on est condamné à la stagnation ? Non plus. Alors, c'est vrai qu'on a sous les yeux des pays qui, en Europe, sont dans une situation de stagnation longue. L'Italie, aujourd'hui, a un revenu par tête qui est le même qu'il y a 15 ans. Donc l'Italie, c'est un pays dans lequel on a une dynamique qui est extrêmement faible. Alors, en partie, c'est parce qu'on a blanchi du travail gris, mais c'est une petite partie de l'explication. C'est aussi parce que la dynamique de création, de développement des entreprises, des entreprises les plus productives, celles qui sont porteuses de nouvelles manières de produire, leur capacité à déplacer les autres, c'est limité. Et aussi, bon, on a toutes sortes de phénomènes qui sont des phénomènes qui sont des freins au développement de la croissance. Mais il y a d'autres pays en Europe qui sont dans une dynamique différente. Alors, cette dynamique, l'écart entre une dynamique de stagnation et une dynamique qu'on peut aujourd'hui appeler de croissance pour des pays comme les nôtres, c'est de l'ordre d'1 à 2 points, c'est pas de l'ordre de 5 à 6 points. Mais 1 à 2 points, ça peut être très important, notamment ça peut être très important par rapport à tous les problèmes de financement des régimes de retraite, des problèmes de financement de la protection sociale en général et de la santé. Ces écarts qui ont l'air de pas grand-chose, en fait, accumulés, sont très importants. Alors, finalement, quand on parle quand on évoque ces débats sur la croissance, on a souvent en tête, et d'ailleurs c'est revenu plusieurs fois depuis le début de notre conversation, les 30 Glorieuses. C'est finalement prendre pour référence une époque parfaitement exceptionnelle, à la fois au regard de ce qui a précédé, des décennies et voire des siècles qui ont précédé, et au regard de l'ère dans laquelle on est en train d'entrer. Oui, c'est effectivement glorifier cette période, alors que cette période est à la fois exceptionnelle, et en fait, elle est aussi héritée des 30 années précédentes, qui sont celles qui ont commencé en 1914 avec la Première Guerre mondiale, qui se sont traduites au milieu par la Grande Dépression, et qui se sont ensuite traduites par la Deuxième Guerre mondiale. Vous les appelez les 30 malheureuses, celles-là, sans problème. Oui, Winston Churchill appelait ça la guerre de 30 ans. Donc, pour bien indiquer le poids que cela a eu sur les vies des individus, en particulier en Europe, et c'est en Europe, et en Europe continentale particulièrement, ça a eu un poids considérable, parce que les guerres ont produit des destructions humaines, matérielles infinies, parce que les sociétés ont été paralysées par ces situations-là, autour du nationalisme, autour de la revanche, autour des réparations de guerre. Donc c'est des époques où même la paix était en fait une situation de tension extrême, à la fois à l'intérieur des sociétés et des sociétés vis-à-vis de l'extérieur. Enfin, bon, et encore, je parle ici plus par euphémisme qu'autre chose. Donc les 30 Glorieuses suivent cette période-là. Quand on fait le bilan
de cette période-là, plus les 30 Glorieuses, évidemment, le bilan est beaucoup moins favorable. Et finalement, il y a moins d'exceptions, et ça s'inscrit plutôt dans le lent processus de la révolution industrielle qui a commencé à la fin. Si on fait la moyenne sur 60 ans, voilà, déjà les choses s'atténuent. Ou alors on regarde les États-Unis. Et les États-Unis, en fait, on a une croissance qui est assez régulière. On n'a pas du tout les grandes fluctuations. On a le choc de la Grande Dépression. Ce choc de la Grande Dépression ensuite se rattrape. Et puis on a de l'accélération au moment de la guerre, on a des petites fluctuations de la croissance aux États-Unis, mais rien qui ressemble à ce qu'on a vu en Europe, parce que les États-Unis ont été, depuis longtemps, depuis un siècle, ils ont été à la frontière, ils ont été le pays de créateurs de l'innovation. Donc chez eux, la croissance a été dictée par leur démographie et par le progrès technique qu'ils arrivaient à produire. Et ce progrès technique, alors il y a de l'incertitude maintenant, il y a tout un débat très intéressant aux États-Unis entre des gens qui disent, au fond, on est tous obsédés des dernières vagues d'innovation, mais ces dernières vagues d'innovation, elles sont en fait porteuses de moins que l'électricité, que le transport automobile, que ces grandes... Krugman a eu, pardon de vous couper, Krugman a eu une formule que je trouve assez heureuse et qui mérite d'être apportée. Il disait, c'est bien de pouvoir commander ses billets d'avion sur Internet, la révolution numérique, mais l'avion, c'était quand même mieux en matière d'innovation que le fait de pouvoir acheter ses billets d'avion sur Internet. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc il y a des gens qui disent, c'est Robert Gordon qui porte cette idée, que maintenant on est dans une phase d'épuisement de ce progrès technique et que les États-Unis vont ralentir. Bon, quelle est votre opinion sur ce sujet à tous les deux? C'est tout de même un point décisif pour les années qui viennent. Je pense qu'il y a une question sur... la technologie a quand même apporté beaucoup en termes de productivité. Si on regarde, il y a des métiers entiers qui sont complètement révolutionnés par la technologie numérique, par le numérique. Ça a créé d'ailleurs pour des gens comme nous, ça a été un facteur de productivité absolument gigantesque. Là où nos homologues, il y a 20 ans, avaient besoin d'avoir des équipes nombreuses pour travailler, pour produire du chiffre, pour assembler, on fait ça d'un clic, on va chercher les données sur Internet, on fait les travaux nous-mêmes. Je pense que la productivité d'un économiste, je ne sais pas si on peut... disons, non corrigé de la qualité. Vous aventurez sur un terrain qui peut être assez... S'ils servent à rien, qu'ils soient plus productifs. S'ils servent à rien, c'est ce que je voulais dire. Mais dans le quotidien de notre métier, on a vu ça de manière absolument spectaculaire. Et je pense que pour toutes sortes de métiers de ce type, c'est vrai. Donc il ne faut pas du tout négliger ces éléments qu'ont apporté le numérique et qui bouleversent métier après métier, avec d'ailleurs des effets sociaux qui sont aujourd'hui très préoccupants, parce qu'il y a toute la question de savoir est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une polarisation très forte avec d'un côté des métiers qualifiés et de l'autre côté des jobs non qualifiés, enfin disons le vendeur de la FNAC. Et au milieu, plus rien. Le milieu, c'est le vendeur de la FNAC qui connaît son métier, qui est remplacé par un développeur web d'un côté et un chauffeur-livreur de l'autre. Donc il y a dans un certain nombre de métiers encore devant nous des mutations absolument considérables qui sont possibles. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut se poser la question de savoir d'abord, est-ce que la base technique qui porte ça, c'est-à-dire la miniaturisation, la puissance toujours croissante des chips, va continuer, ou est-ce qu'à un moment on va buter sur une limite? Il y a une interrogation là-dessus. Et puis, de quoi c'est porteur tout ça en termes de productivité? Xavier? Bon, il y a dans ce débat un peu la vieille querelle entre les anciens et les modernes. C'était mieux avant. Avant, on a fait des innovations qui étaient vraiment des innovations. On a inventé l'avion. Aujourd'hui, vous avez juste inventé de quoi réserver effectivement les billets sur Internet. Ceci étant dit, quand on compare l'avion d'aujourd'hui à celui des années 70, il est quand même radicalement différent. Il est beaucoup plus économe en énergie, il est beaucoup plus sûr, il est beaucoup moins cher. Donc, tout ça sont des éléments qui sont quand même de nature à changer radicalement notre vie. Paul Krugman, qui n'est pas parmi les citoyens les plus pauvres de la planète, a peut-être oublié ce point-là, mais l'avion, dans les années 50, c'était vraiment quelque chose qu'on prenait très exceptionnellement et quand on était riche. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans les pays développés pratiquement quel que soit son niveau de vie. Donc, il y a des choses qui changent. Mais peut-être plus fondamentalement, la question de l'innovation, des biens qu'on produit, etc., à un moment donné, il faut se poser la question de savoir à quoi ça sert, à quoi ça nous sert. Ça nous sert à vivre mieux, à résoudre des problèmes,
peut-être que dans les années 50 ou 60, nos problèmes étaient qu'on n'avait pas saturé notre consommation en biens matériels, ou en tout cas pour une grande masse de la population, et que l'important, c'était de produire ces biens matériels dont on avait besoin dans notre consommation de tous les jours. Peut-être que ce besoin-là, il s'étiole au fur et à mesure du temps, ou en tout cas pour une certaine partie de la population, en particulier dans les pays développés. Mais est-ce que pour autant, nous n'avons plus de problèmes à résoudre? Eh bien, non. Alors peut-être que les problèmes que nous avons à résoudre ne sont pas d'augmenter notre niveau de vie. Peut-être que les problèmes que nous allons avoir à résoudre, on va peut-être en reparler, vont être de simplement le maintenir, ou d'empêcher que la planète que nous allons laisser à nos enfants soit invivable. Mais en soi, ces problèmes-là sont des problèmes qui peuvent être des motivations suffisantes pour que un certain nombre d'entre nous se lèvent le matin et aillent au travail. Alors pas nécessairement pour produire plus de biens matériels, mais peut-être simplement pour qu'on arrive à vivre correctement, décemment sur cette planète. Peut-être même qu'on peut mettre d'ailleurs dans ces objectifs, pas simplement des objectifs individuels, mais aussi des objectifs collectifs. C'est-à-dire de dire, peut-être que pour augmenter notre satisfaction, on peut considérer qu'il ne s'agit pas forcément d'augmenter notre consommation à chacun d'entre nous, mais peut-être aussi de limiter les inégalités ou les dysfonctionnements d'une société, ou de rendre plus pertinente et plus vraie la promesse de l'opportunité des chances. Et que tout ça sont des éléments dont on pourrait être fier. Il y a des études dans ce sens-là qui montrent que quand on augmente ces critères-là, en fait, les individus, même égoïstes, comme on les décrit parfois en économie, ils sont sensibles et peuvent considérer qu'il y a là une forme de progrès. Un mot sur ce point, Jean Pisani-Ferry? Oui, enfin, au début de la récente intervention de Xavier Timbaud, il y avait cette question qui s'invitait de quelle est la bonne mesure, hein. Il a terminé sur les aspects, disons, sociaux. Il y a aussi la question de savoir est-ce que, comme on l'a fait implicitement jusqu'à présent, on mesure le progrès en termes de productivité du travail, ou est-ce qu'on le mesure en termes de productivité de l'ensemble de ce qu'on utilise, hein. Il faut toujours se rappeler que pour produire ce qu'on produit, il y a du travail, il y a du capital, il y a des matières premières, il y a de l'énergie, il y a des choses qu'on ne valorise pas, hein, mais qui comptent quand même, tout ce qui est la qualité de notre environnement, et qu'aujourd'hui, on doit plus se poser la question de savoir quel est l'usage qu'on fait de toutes ces ressources et comment on combine ces ressources. Et si on est amené à utiliser de manière plus économe un certain nombre de ces ressources, ça veut dire aussi qu'on va le payer en étant un peu plus consommateur de travail pour la même chose. Autrement dit, la mesure en termes de pure productivité du travail, qui est ce sur quoi très, très mécaniquement, très simplement, on se réfère quand on parle de croissance, elle n'est pas juste. Hein, elle n'est pas juste. Ce qu'il faudrait, c'est mesurer, et ce qu'il faut, d'ailleurs on peut le faire, c'est mesurer par rapport à l'ensemble des ressources auxquelles on fait appel. Alors si certaines de ces ressources sont infinies, évidemment ça ne compte pas beaucoup, mais à partir du moment où elles deviennent finies, ça compte. Oui, j'allais vous le dire, lorsque vous évoquiez les avions, vous disiez ils fonctionnent mieux, ils sont plus sûrs, ils volent davantage, ils sont accessibles à tous, et donc ils polluent infiniment plus. Et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Chacun d'entre eux pollue moins. Oui. Mais tous ensemble, ils polluent beaucoup plus. Une espèce d'effet rebond qui fait qu'au total... C'est un effet de Jevons, en fait. Voilà, de Jevons, tout à fait. Alors, on pourrait répliquer l'exemple dans bien des domaines. Ça nous invite tout de même à réfléchir à une nouvelle dimension de ce problème de la croissance. C'est que longtemps, elle a été pensée dans un monde perçu comme infini, illimité. Or, aujourd'hui, la même discussion doit avoir lieu dans un monde perçu comme limité et fini. Est-ce que ça, c'est la fin de la croissance ou le début d'une croissance dont le contenu serait différent, dont les procédures seraient différentes, dont la mesure serait différente? Xavier? C'est en tout cas, à mon sens, un changement radical et décisif dans la façon dont on doit comprendre nos économies, les piloter. Voilà. Alors, après, la croissance, on pourra discuter de quoi on parle, qu'est-ce qu'on mesure. Et je pense que le phénomène, disons, qui a été associé à la croissance, qui est l'innovation, est quelque chose qui reste ancré dans l'esprit humain et qui, lui, n'a fondamentalement pas de raison de disparaître. En fait, même, on peut imaginer que plus il y a de problèmes et plus il y a de contraintes, et plus il y a d'incitations
et de gens qui vont être passionnés par cette innovation. Plus d'ailleurs on est éduqué et plus on n'est pas contraint de vivre de sa force musculaire, plus on peut imaginer aussi que le réservoir de ceux qui peuvent innover est grand. Donc, de ce point de vue-là, disons, l'innovation en tant que force de changement, je pense que ça va rester quelque chose de très fort. Ça ne veut pas dire que toute innovation est quelque chose de positif. Ça, on sait aussi, depuis la bombe atomique, de façon très claire, mais on a malheureusement des millions d'exemples dans ce sens-là, qu'une innovation n'est pas forcément porteuse de mieux. Elle peut être aussi porteuse de plus grande efficacité quand il s'agit de se détruire ou de se faire du mal. En revanche, il y a un phénomène qui est très important et d'ailleurs qui se relie à cette question du rattrapage qu'on évoquait. Il y a 1 milliard d'habitants sur la planète qui vivent aujourd'hui avec un niveau de vie de pays développés. Il y a des inégalités à l'intérieur de ce milliard, mais c'est des gens qui vivent avec un niveau élevé. Il y a 6 milliards d'habitants sur la planète qui ont un niveau de vie qui est considérablement plus bas. Sur ces 6 milliards, il y en a 3 milliards aujourd'hui qui sont inscrits sur une trajectoire de rattrapage. Et les 3 milliards qui sont encore très pauvres ont déjà commencé à être eux aussi sur une trajectoire de rattrapage. Donc le phénomène qu'on a vécu entre l'Europe et les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, on est en train de le vivre à l'échelle de la planète. Au moment où nous parlons, ce sont les 30 glorieuses des autres. C'est les 30 glorieuses des autres. Et ces 30 glorieuses sont en plus pratiquement des 30 glorieuses à la puissance 2. Parce que la technologie, l'ouverture du monde, la globalisation financière en fait partie, font qu'ils peuvent aller encore plus vite qu'on était allé pendant les 30 glorieuses. Et tout ça fait qu'on tire sur les ressources de la planète de plus en plus, en énergie, en matériaux, en minerais, en terres rares, en climat, puisque tout ça a aussi des conséquences sur le climat. Et le tirage que l'on effectue sur la planète croît tellement vite qu'on en est arrivé au moment où on doit se poser la question de comment on respecte ses limites. Et comment on respecte ces limites quand il y a 7 milliards d'habitants qui demandent à avoir un droit de tirage sur la planète, qui réclament leur droit de tirage sur la planète. S'il y a une limite aux émissions de CO2 annuelles pour stabiliser le climat, comment on répartit cette limite aux émissions de CO2 annuelles ? La règle la plus simple et probablement la plus juste, c'est de la répartir équitablement, de dire chaque habitant de la planète a droit à un petit peu de CO2 émis par an. Et après, pour vivre, il a besoin, il a une nécessité, un impératif de ne pas émettre de CO2. Mais cette limite-là, quand on la rapporte à notre cas, à nous, elle est considérable. Parce que la limite de CO2 sur la planète, c'est de l'ordre de 1 à 2 tonnes de CO2 émis par habitant. Un Français moyen, un Européen moyen, il émet un peu plus de 10 tonnes de CO2 par an. Donc ça veut dire que si on prend au sérieux cette histoire de limite, le fait que le climat est quelque chose qui peut changer et qu'on doit le stabiliser, et que c'est un bien commun, ce climat, si on prend au sérieux ça, ça veut dire qu'il faut qu'on divise par 10 nos émissions de CO2. Alors il y a une façon très brutale de le faire, qui serait de diviser par 10 notre utilisation de l'énergie fossile, qui est notre principale source d'émissions de CO2. Et pour réduire par 10 notre émission d'énergie fossile, on pourrait dire retournons à l'époque où on consommait aussi peu d'énergie fossile. Mais pour nous, Français moyens, retourner à cette époque, ça veut dire retourner pratiquement 2 siècles en arrière. Donc on voit bien que le changement qui nous serait imposé si on fait ce calcul brutal n'est même pas envisageable. Et donc, on a un fantastique problème devant nous, une fantastique nécessité d'innovation technologique, mais d'innovation sociale aussi, parce que tout ça ne se passera pas uniquement avec des gadgets. Il faudra quelque chose d'un peu plus dur dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous déplacer, dans notre façon de considérer nos conséquences sur l'environnement. Et ça, c'est ce qu'on a devant nous, et c'est quelque chose qui est à la fois fascinant, qui peut être très excitant pour certains, mais très effrayant aussi, parce que on voit bien que on peut parler de stagnation, mais ce qui s'offre à nous devant nous, c'est certainement pas une époque de stagnation, c'est une époque de changement très très profond. Jean, je vous voyais sourire. Vous souriez encore. D'abord, pour donner une illustration concrète à ça, je pensais, à Noël, j'ai visité en Allemagne la maison d'amis qui ont construit une maison passive. C'est une vraie usine.
C'est-à-dire qu'on va dans le sous-sol et on a une vraie usine qui produit de la chaleur pour la maison. Là où nous, on a une bête chaudière et cette bête chaudière consomme beaucoup d'énergie et nous produit de la chaleur pour la maison. Ça, c'est un truc extrêmement sophistiqué avec des flux dans tous les sens, et des tuyaux qui sont étiquetés, etc. Et ça, c'est simplement qu'on a mis la productivité, on a mis l'innovation au service d'autre chose. C'est-à-dire on l'a mis au service, effectivement, de la minimisation de la consommation d'énergie de cette maison. Et cette maison, elle loge 3 familles et elle consomme quelques centaines d'euros par an de combustible. Donc c'est très frappant quand on voit ça, de se dire ça peut être ça la croissance. C'est très intensif en innovation technologique. C'est très intensif en innovation technologique, c'est très intensif en capital. À tel point d'ailleurs qu'ils s'est posé la question de rénover et qu'ils ont décidé de ne pas rénover, de construire complètement à neuf parce que c'était indispensable de faire comme ça. Ça produit ce résultat, mais effectivement on voit que c'est un usage complètement différent des ressources et de l'innovation. Le premier sourire, c'était pour penser à ce que disait, enfin c'était Kishore Mahbubani qui disait quand un continent asiatique et quand on sait dans quoi on est né et où on est 80 ans après, la distance est inimaginable. C'est-à-dire que c'est pas une multiplication par 5 ou par 10 du revenu, c'est bien plus. Non, on va voir ce soir, j'espère que beaucoup d'entre vous seront encore là, les extraits d'un film où il y a un témoignage d'une femme qui avait 20 ans au sortir de la guerre et qui raconte les années d'après-guerre et qui racontent l'arrivée de l'eau courante, de l'électricité, de l'électroménager, qui ont littéralement changé sa vie. Elle pourrait dire la même chose finalement, à peu de choses près, que le témoignage que vous évoquez. Mais ce qu'on comprend en écoutant ce témoignage, vous serez peut-être plus là ce soir malheureusement, mais je vous l'enverrai. Ce qu'on comprend, c'est qu'une société en forte croissance, c'est une société où la vie des gens change très vite aussi. C'est une société qui redistribue des chances, des opportunités à beaucoup. Et je pense à l'ouvrage de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, qui tend à faire une démonstration inquiétante de ce point de vue-là. Il nous dit, si on a un rythme de croissance beaucoup plus lent et un rendement du capital entre 4-5%, dit-il, eh bien, on va aller au contraire vers des sociétés où les chances circuleront beaucoup moins, des sociétés beaucoup plus fixes où les inégalités vont se figer et se durcir. Une vertu un peu oubliée de la croissance dans les débats qui la concernent, c'est peut-être aussi celle-là, c'est-à-dire de se faire des sociétés plus fluides. Qu'en pensez-vous ? Le rendement du capital, ce n'est pas forcément la variable la plus importante. Quand vous avez un héritage et quand vous avez une croissance du revenu de 5% par an, ce que vous avez gagné pendant votre vie active, sans progresser dans l'échelle de revenus, simplement vous supposez une société complètement figée, vous avez gagné pendant votre vie active en termes d'augmentation de votre revenu à 5% par an, ça va faire que l'héritage que vous allez avoir reçu de vos parents, ça va compter beaucoup moins. Quand vous avez une croissance à 0 ou 1%, le poids de l'héritage est mécaniquement, si vous comparez la somme des revenus que vous avez eus pendant votre vie active et l'héritage que vous avez reçu, l'héritage va compter beaucoup plus. Donc même en dehors de toute question de rendement du capital, vous allez avoir cet effet de poids de l'héritage. Donc vous avez reconstitué une société d'héritiers, alors qu'une société dans laquelle il y a beaucoup de croissance, c'est moins une société d'héritiers. Ça reste une société d'héritiers dans la mesure où l'accès à l'éducation, l'accès à un certain nombre d'éléments de base, l'accès au capital, puisque pour ceux qui veulent être artisans, ceux qui veulent s'équiper, etc., la possibilité d'accès, la plus grande des pauvretés, c'est de ne pas pouvoir accéder au crédit, c'est de ne pas pouvoir accéder au minimum qui vous permet vous-même de décoller. Mais dès lors que vous avez cet accès minimum, le capital compte beaucoup moins que dans une société dans laquelle il n'y a pas de croissance. Alors en plus, si le rendement du capital est supérieur au taux de croissance, ça fait que mécaniquement, ça augmente avec le temps en plus. Xavier, sur ce sujet ? Je pense qu'effectivement, il y a ce risque-là de geler une société par l'héritage et donc d'avoir une forme de reproduction de la hiérarchie sociale. Mais en fait, je pense que même en dehors de l'héritage, même en supposant qu'on ait réussi à régler cette question de l'héritage, par exemple avec une taxation à 100% des héritages, on entre quand même dans une époque qui, socialement et politiquement, est loin d'être simple. Alors, le premier point, c'est, disons, encore une fois, pour parler de façon très caricaturale, mais ça peut aider à fixer les idées, le premier point, c'est qu'on est tous
probablement prêts à accepter la notion d'opportunité des chances. Et je pense que nos sociétés ont toujours fait cette promesse d'opportunité des chances sans jamais la donner véritablement. Pas plus après la Deuxième Guerre mondiale qu'aujourd'hui. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, le fait que la société croissait pouvait faire que, individuellement, peut-être que vous ne changiez pas votre place dans la hiérarchie de la société, mais comme vous progressiez par rapport à vos parents, il y avait déjà le sentiment d'un progrès. Maintenant, imaginez cette même société où vous ne bougez pas de place dans la hiérarchie de la société et où en plus vous ne progressez pas par rapport à vos parents, voire même vous régressez par rapport à vos parents, à ce moment-là, le sentiment d'injustice va être très fort. Donc, une société une économie qui arrête de croître... Pardon de vous interrompre, parce que dans ce cas-là, l'idée de progrès n'a plus aucun contenu. Oui, mais la question, c'est que c'est presque une illusion sur ce que c'est que l'opportunité des chances. L'opportunité des chances, c'est avoir la liberté d'accéder à n'importe quelle place dans la société. Dans une société en croissance, vous pouvez être condamné en termes d'opportunité des chances, mais on vous expliquera que quand même, vous êtes mieux que vos parents. Et c'est ça qui vous fera oublier qu'on n'a pas réalisé la promesse de l'opportunité. Et dans une société qui n'a plus de croissance, on va se retrouver face à cette injustice, qui est probablement l'injustice première, qui n'est pas l'accès à l'opportunité des chances. Et donc, on va découvrir au fur et à mesure, et on découvre au fur et à mesure que la croissance ralentit, qu'en fait, cette promesse de l'opportunité des chances n'a pas été apportée. Alors ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point, et qui nous ramène à cette question du rattrapage, et qui, à mon avis, est aussi importante, et qui va jouer beaucoup dans les années à venir. Quand on regarde l'histoire politique et sociale des États-Unis, juste après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont le modèle triomphant. Ils ont gagné la guerre, ils sont les plus riches, ils ont l'économie la plus solide, ils ont devant eux un futur, et autour d'eux, des gens qui sont beaucoup moins développés qu'eux. Et pendant nos 30 glorieuses, on a tout fait pour rattraper cette société idéalisée américaine. À partir des années 70, les États-Unis ont vécu une phase très difficile, dans laquelle, bien qu'ils aient continué à croître à des rythmes assez élevés et assez proches de ceux qu'ils avaient dans les années 50-60, le fait qu'ils étaient rattrapés par les pays européens et par le Japon provoquait chez eux le sentiment d'un déclin relatif. Et donc, la société tout entière s'est remise en cause de façon assez curieuse en disant « nous déclinons, nous sommes en train de perdre notre leadership, nous sommes rattrapés par ceux qui étaient avant les sauvages, et nous devons absolument y faire quelque chose ». Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est une révolution conservatrice. C'est les années Reagan, assez brutale, dans laquelle il a été dit il faut retrouver les forces vives du pays en détruisant notre système de protection sociale, parce qu'il nous empêche d'être dynamiques comme sont tous ces barbares à nos portes. Nous allons entrer dans un monde comme celui-là. Donc vous voyez, un monde qui va être compliqué, parce qu'une société qui n'a pas beaucoup de croissance... Nous sommes en train. On a déjà les deux pieds dedans, mais on ne va faire qu'avancer dans ce monde-là. Un monde dans lequel on aura un sentiment de déclin par rapport à ces pays émergents qui nous rattrapent, par rapport à ce dynamisme qu'on voit autour de nous, et le sentiment que nous, on n'est pas dynamique, et en plus, un sentiment d'une société bloquée. En tout cas, ce blocage de la société qui nous sautera à la figure. Et la réaction par rapport à toutes ces contraintes ne sera pas forcément d'aller vers un monde plus juste et qui pose correctement tous les problèmes. La réaction peut être, par exemple, cette fascination romantique pour les forces vives et essayer de retrouver notre essence en se débarrassant de tous les oripeaux de notre protection sociale, ce qui est un thème qu'on retrouve dans un certain nombre de programmes politiques. Un rattrapage dans le rattrapage, un deuxième rattrapage des États-Unis dans la révolution conservatrice, la taxe révolte, le détricotage de l'État-providence. Le détricotage, on est aujourd'hui un petit peu dans la même situation que les États-Unis dans les années 70, avec ces barbares qui sont maintenant brésiliens, indiens, chinois, qui sont à nos portes. Y avait-il une autre solution, Jean, et partagez-vous cette prophétie un peu noire? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'aux États-Unis, la révolution conservatrice est venue d'abord de l'anxiété d'être rattrapée. Je pense qu'elle est venue, d'abord, elle est venue un peu plus tôt.
Elle est venue de là, au Royaume-Uni. La révolution Thatcher, c'est vraiment la réponse à un déclin de l'économie britannique, à la perception que l'ancien empire, non seulement le capital de l'ancien empire n'était plus ce qu'il était, l'empire n'était plus là, mais qu'en plus elle perdait du terrain année après année par rapport aux autres pays du continent. Aux États-Unis, je pense que ça a été beaucoup plus un phénomène qui était un phénomène interne, qui n'avait pas nécessairement beaucoup à voir avec les comparaisons. Bon, mais ça, c'est un point historique. En revanche, je suis tout à fait d'accord sur l'idée, bon, dans une société dans laquelle, pour dire les choses un peu bêtement, on n'a plus ce phénomène, comme on disait aux États-Unis, la marée montante lève tous les bateaux. C'est d'autant plus important d'avoir une société qui est une société dans laquelle il y a de la mobilité, il y a de la fluidité, il y a de la possibilité de progresser socialement. Et donc, de ce point de vue-là, toutes les sociétés ne sont pas du tout égales. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont construit ça. Il y a des sociétés dans lesquelles le revenu... dans les sociétés scandinaves, si on regarde un indicateur tout simple, c'est-à-dire quelle est la corrélation entre le revenu des parents et le revenu des enfants. Bon. Elle est de 0,2, 0,3 dans les sociétés scandinaves, 0,4 en France et 0,5 aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon. Et donc on peut choisir où on se situe. Et ça, c'est le système éducatif, c'est le fait de savoir est-ce que on peut progresser dans sa vie professionnelle, ou est-ce que tout est déterminé par son diplôme initial. Il y a toute une série d'éléments sur lesquels il me semble que dans une société qui aura moins de croissance, il faut vraiment qu'on reconstruise des éléments d'impact social qui soient différents. C'est bien un complément ? Oui. Vous avez l'air d'accord, finalement. Oui, on est parfaitement d'accord. Je pense qu'il y a une conséquence importante qui est que, vous voyez, face à cette stagnation qui s'annonce, ce déclin relatif qui se profile, la réponse, elle est probablement plutôt scandinave que britannique. C'est-à-dire que ce n'est pas un libéralisme renforcé qui apporte la solution à ces problèmes-là, mais en fait, c'est plus d'investissement, plus de dépenses dans ce qui compte pour la mobilité. Donc l'éducation en fait partie, la possibilité d'avoir une seconde chance, la gestion des risques individuels importants. La politique de la petite enfance, probablement. La politique de la petite enfance est déterminante parce que elle est le premier pas dans l'éducation, et si on rate cette marche, on sait qu'on rate les suivantes. Donc, vous voyez, on dit souvent... La croissance et la stagnation qui s'annoncent va nous obliger à détricoter notre système de protection sociale, alors qu'en fait, il se trouve qu'il faut plutôt un renforcement, et probablement au-delà d'un renforcement, parce que la France est un bon exemple pour ça, en tout cas une reconstruction autour de ces problématiques en profondeur pour arriver à apporter les bonnes réponses à ces questions qui deviennent essentielles. Jean, oui, je ne suis pas sûr que ce soit... la question de libéralisme, on peut l'introduire et discuter dans quoi ça interfère, mais moi j'aurais tendance à dire déjà, il y a un certain nombre de... Jean Pisani réagit à la provocation sur le libéralisme. Non, mais je dirais déjà, il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui sont absolument dramatiques dans le cas français, qui sont le fait que l'école en France est une des écoles dans lesquelles l'origine sociale des parents compte le plus sur la réussite scolaire. C'est le résultat du test PISA, et ça s'aggrave d'année en année. Et c'est aussi, il y a une autre enquête de l'OCDE qui l'a montré, c'est un pays dans lequel la maîtrise par les adultes au travail des savoirs fondamentaux, en termes de numérique, de savoir numérique, de savoir, disons, littéraire, de ce qu'ils appellent littératie, c'est un des pays qui se situe les plus bas, parce que c'est l'échec de la formation professionnelle. La formation professionnelle ne donne pas accès à ceux qui ont disons, eu plus de difficultés dans leur formation initiale, ne leur donne absolument pas accès à cette formation au cours de leur vie professionnelle. Donc on est dans une société qui est extrêmement bloquée de ce point de vue-là, et dans laquelle, alors là, c'est pire que l'héritage, je dirais, financier. C'est l'héritage en termes de capital humain, de capital éducatif, sur lequel l'école ne remplit absolument pas sa promesse, et la formation professionnelle ne fait rien du tout. Il y a encore beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait évoquer. Je vais vous poser une dernière question, mais on aurait pu parler, et probablement avec les questions de la salle, on y viendra. Je suggère en tout cas du rapport entre finance et croissance, entre ce que Michel Aglietta, qui sera là demain, appelle le régime de croissance. Donc on a connu un régime de croissance par l'inflation dans les années 70, un régime de croissance par la finance dans les années 90, dit-il. On pourra en reparler. On aurait pu parler aussi du rapport de la croissance au
territoire, aux effets d'agglomération. On pourra y revenir, mais je voudrais que vous vous mouilliez chacun d'entre vous sur la décennie qui vient. Qu'est-ce que vous imaginez pouvoir être le taux de croissance de nos sociétés dans les 10 ans qui viennent? Xavier? C'est une question terrible parce que... pour ça que je vous la pose. Bah oui, puis bon, quand on fait des prévisions comme ça, on s'expose ensuite au retour à la réalité. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui un consensus qui est de dire que si on avait 2% de croissance dans les années qui viennent, ce serait vraiment très très bien, et que donc on aura probablement moins que ça, entre 1 et 1,5. Alors, à ça, moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, il y a une tendance au pessimisme quand on est dans une crise. Il y a une tendance à l'optimisme quand on est avant la crise, mais il y a une tendance au pessimisme assez marquée quand on est dans une crise. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à donner beaucoup de poids aux quelques dernières années. Et là, évidemment, ça pousse au pessimisme. Et puis, il y a un autre élément qui est, il y a dans les 10 ans qui viennent, je ne voudrais pas mordre sur les tâches qui incombent au commissaire général, mais dans les 10 ans qui viennent, il y a un défi assez important pour les économies européennes et la France en particulier, qui est le retour au plein emploi. Parce que le retour au plein emploi, en dehors de toutes les problématiques très savantes qu'on a évoquées sur la croissance, le retour au plein emploi reste quand même un élément important dans la façon dont nos sociétés fonctionnent et dans le plein emploi, 5%, 6% de chômage à peu près. Disons 5%. Mais on n'est pas non plus là-dessus à 1% près. Le retour au plein emploi, ça veut dire que si on accepte ce défi, et si on accepte ce défi et on dit qu'il faut une activité supplémentaire pour le faire, ça nous rajoute un bon demi-point de plus par rapport à ce qu'on peut anticiper. Donc à ce moment-là, on peut très bien dire que finalement, 2,5 de croissance par an dans les années qui viennent, compte tenu de cet objectif de retour au plein emploi, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça nous donne une fourchette. Après, entre 2 et 2,5. Vous faites le pari optimiste. Même une fourchette entre 1,5 et 2,5 ou entre 1,5 et 3. Et s'il fallait faire le pari, ouais, faites-le. Je le ferais plutôt dans le haut de la fourchette. Entre 2,5 et 3. Bravo. Alors, Jean. Ça dépend de ce qu'on appelle faire un pari. Parce que... je vais expliquer ce que je veux dire. Ça dépend de ce qu'on appelle faire un pari. C'est-à-dire que moi, je suis assez d'accord. D'abord, je suis d'accord sur le 1,5 qui est un peu le scénario central, avec des gens qui sont en dessous, qui disent on a perdu ces gains de productivité, et puis le potentiel de dire si on a cette capacité de rattrapage à la fois sur la productivité et sur l'emploi, ça nous amène assez facilement au-dessus de 2, 2,5, zone comme ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à une situation comme ça, et dans laquelle on a cette incertitude. Et alors, à quoi ça sert, ces prévisions de croissance? Ça sert d'abord à prendre des décisions sur toute une série de choses, comme les réformes des retraites, comme ce qu'on veut faire en matière de finances publiques, comme les choix d'investissement, etc. Donc la question, c'est sur quelle hypothèse il faut se fonder quand on a des décisions à prendre. Et là, je dirais, il faut être prudent, parce qu'on a été trop souvent imprudent. C'est-à-dire qu'on a trop souvent dit, on va prendre nos décisions en fonction de rythmes de croissance qui se sont révélés trop optimistes. Donc il faut être prudent, et même il faut faire un peu plus qu'être prudent. À mon avis, il faut considérer qu'il y a un certain nombre de nos dispositifs, au fond, qui doivent être indexés sur la croissance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte qu'en matière de retraite, notamment, un régime par répartition, c'est un droit collectif sur la croissance. C'est-à-dire c'est comme si chacun d'entre nous possédait des actions dans l'économie française. Et au fond, la valeur de nos droits à retraite, ça va dépendre de la performance de l'économie française. Alors aujourd'hui, c'est pas ce qu'ont fait les Suédois. Ce qu'ont fait les Suédois, c'est ce que les Suédois appellent le régime des comptes notionnels, c'est-à-dire que tout le système est complètement indexé. Alors nous, il n'est pas indexé, c'est-à-dire qu'on a l'acquisition de nos droits à pension, et puis ensuite on a nos pensions qui ont les mécanismes d'indexation sur les salaires dans l'acquisition des droits, et ensuite on a l'indexation une fois qu'on est à la retraite, qui est sur les prix. Mais ce mécanisme-là, il s'ajuste très mal aux fluctuations de la croissance. Et du coup, on est obligé régulièrement de faire des réformes, de dire aux gens, mais en fait, ce que vous croyez avoir comme droit, c'est pas exactement ce que vous avez. On va vous réduire vos droits, on va vous demander de travailler plus longtemps, on va vous demander de cotiser davantage, on va vous modifier les formules d'indexation. Et je pense que c'est un système qui n'est pas
qui n'est pas transparent, qui n'est pas stable, qui n'est pas sécurisant. Il vaudrait beaucoup mieux dire, ben voilà, on a tous, dans un régime par capitalisation, c'est qu'on possède des actions ou des titres financiers. Un régime par répartition, c'est qu'on possède des droits sur ce que produit la collectivité. Et on accepte que nos droits sont indexés là-dessus. Ça éviterait déjà que ces questions de rythme de croissance pèsent tellement sur les calculs qu'on fait, sur l'avenir du système de protection sociale. Donc vous dites qu'il est prudent de faire un pari plus bas. Il est prudent de faire un pari. Mais ce n'était pas la question que je vous posais, hein, Jean, parce que sinon vous auriez pu répondre autrement aussi. Il est prudent de faire un pari plus bas. On est obligé, quand on fait des calculs sur où on va, sur quoi on gage nos hypothèses en matière de finances publiques, etc., de faire un pari, non pas pessimiste, mais prudent. Et deuxièmement, tout ce qu'on peut faire pour essayer de rendre ces mécanismes plus automatiques, plus indexés, pour traduire la réalité, qui est qu'au fond, il y a des droits qui dépendent de ce que notre collectivité produit, de sa capacité collective, autant expliciter ça plutôt que de le rendre implicite et de donner l'impression qu'on crée des droits qu'ensuite on ne pourra pas servir. On mesure quand même dans cette discussion le caractère extrêmement politique de la réponse à cette question qui paraissait simple. Xavier, un mot. J'aime bien la réponse de Jean Pisani-Ferry sur l'idée de dire, quand on fait une prévision, il faut bien réfléchir à quoi va servir cette prévision. Et il y a des domaines, des secteurs, des décisions à prendre sur lesquels il vaut mieux être plutôt prudent, c'est-à-dire qu'il faut avoir une aversion pour le risque. Ça me paraît intéressant. Alors, ceci étant dit, il faut pousser cette logique d'aversion pour le risque ou de prudence, ou est-ce qu'il faut être prudent ou pas, jusqu'au bout. Donc, il y a d'autres secteurs dans lesquels il faut être prudent, par exemple en matière de changement climatique. Il faut être prudent, parce que s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est pas sûr que le pire ne va pas se produire et que le pire est tellement ingérable que du coup, il faudrait commencer tout de suite à s'en occuper. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a des situations dans lesquelles être prudent n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que on peut avoir un discours sur l'innovation, sur l'entreprise, dans lequel on va dire au contraire, on veut encourager les gens à prendre des risques. Et y compris dans la décision publique, on est parfois dans ce genre de catégorie. Donc, où, je ne sais pas, par exemple, quand il s'agit aujourd'hui de réfléchir à la planification urbaine, on ne peut pas imaginer la planification urbaine uniquement sur des scénarios prudents. Il faut parfois être un peu audacieux dans ces éléments-là, parce que ces audaces sont un petit peu autoréalisatrices aussi. C'est-à-dire que si on se projette tout le temps dans un monde dans lequel on a voulu être prudent et où on a dit ne pensons même pas à une croissance supérieure à 1%, parce que si jamais c'était inférieur, on aurait tellement de conséquences à payer, ça serait tellement catastrophique que vraiment il faut être très très prudent et s'interdire, avoir des tabous sur le fait que la croissance pourrait être un peu plus élevée, ça peut nous faire passer à côté d'opportunités et d'investissements, de conception du futur qui produiront ce futur. Jean, un dernier mot avant qu'on passe à la parole. Ça veut dire en fait ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut beaucoup plus prendre en compte le risque, et le risque au sens anglais du terme, c'est-à-dire le risque dans les deux sens, les aléas, positifs et négatifs dans les décisions publiques en particulier, dans les décisions collectives en général. Et en fait, vous savez, on a beaucoup reproché aux banques de ne pas prendre en compte le risque, quand en 2008, on s'est aperçu qu'elles prenaient très mal en compte le risque. Les entités publiques sont en fait encore beaucoup moins bonnes que les banques en matière de prise en compte du risque. C'est-à-dire que mais la plupart des décisions... Personne ne les sauve si ça va mal. Les banques avaient une garantie implicite. Voilà, il n'y a personne derrière. Voilà, donc c'est tout de même une sérieuse différence. Oui, il y a nous contribuables, et dans le pire des cas, il y a le FMI. On a une très mauvaise culture de prise en compte du risque dans la décision publique. Et en fait, on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir quand on fait un choix d'investissement, quel est le degré de risque dans ce choix d'investissement ? Et par exemple, est-ce que si on fait un investissement, il va être très corrélé, le risque va être très corrélé à la croissance, ou au contraire, est-ce qu'il va être un peu décorrélé de la croissance, voire corrélé négativement à la croissance, et raisonner en termes de choix d'investissement, comme les entités privées ont tendance à le faire, même si c'est encore pas très satisfaisant ce qu'elles font. Mais on est en retard là-dessus. Enfin, voilà un chantier pour le commissariat général à la stratégie et à la prospective. Auquel il a déjà contribué, dit Jean Pisani-Ferry, hors micro. Bien, et bien maintenant, la parole est à vous. Il nous reste une grosse demi-heure. J'ai le droit de déraper un petit peu. En tout cas, si vous avez
des questions et j'imagine qu'elles sont nombreuses. Il y a des micros, un monsieur au milieu de la salle ici, un autre monsieur à gauche. Je ne vous vois pas très bien, donc je vous propose de choisir vous-même ceux qui distribuent les micros parce que je ne vois pas tout le monde. Oui, essayer de formuler une question courte quand même. Lorsque vous envisagez, par exemple, des méthodes pour relancer la croissance, est-ce que dans un système ultralibéral comme on est aujourd'hui, on a des chances d'aboutir à quelque chose d'assez plausible? Pour formuler rapidement la question, est-ce qu'une certaine dose de protectionnisme n'est pas devenue souhaitable? On va prendre plusieurs questions. Il y avait un monsieur ici à gauche. Oui, moi j'avais une question sur les aspects plus financiers. Au milieu des années 75, donc, il y a eu la hausse du prix de l'énergie, des consommations de biens durables qui étaient un peu arrivées à saturation, mais on a maintenu la croissance, je pense, grâce au recours à l'endettement. Et quand je parle de l'endettement, ce n'est pas uniquement l'endettement public, c'est aussi l'endettement privé, et notamment des ménages, voire des entreprises. Et est-ce que ce niveau d'endettement, maintenant, finalement, qui est devenu très élevé, qui continue à augmenter d'ailleurs, malgré la crise, est-ce que ce niveau d'endettement n'est pas un facteur de frein à la croissance dans les années qui viennent? Et notamment un facteur de frein à l'innovation qui empêcherait les évolutions souhaitables que vous avez décrites. Une dernière question pour avoir... Oui, ici. Ici, en haut, à droite. Vous avez tout à l'heure fait remarquer que le PIB en 5 ans était quasiment identique. Par contre, si j'ai bien compris, il y a plus d'heures travaillées par an. Ou est-ce que c'est stagnant? Et est-ce que vous avez des chiffres à rapprocher par rapport à l'accroissement du chômage? En d'autres termes, est-ce que si on avait réduit le temps de travail par personne, c'est-à-dire répartir le travail différemment plutôt que notre société qui a fait le choix de le répartir vers les chômeurs? Bien, on va commencer avec ces 3 questions. Qui veut réagir sur une des 3? Jean? Sur le protectionnisme, ma réponse courte, c'est non. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas obligé d'aller vers le protectionnisme pour avoir une certaine maîtrise de son évolution. Je pense que dans une situation dans laquelle, aujourd'hui, il y a un reste du monde qui se développe, et qui ne se développe pas seulement en tant que producteur, mais qui se développe en tant que consommateur. On est quand même passé d'un monde, pour faire simple, dans lequel les Chinois produisaient, les Américains et nous consommaient, à un monde dans lequel les pays émergents consomment de plus en plus. Je pense que de se couper de cet univers en expansion, et en plus de se couper de tout ce qui sont les flux de technologie, les flux de savoir, dans un monde dans lequel nous ne sommes plus les émetteurs principaux de technologie. Il y en a d'autres, il y en a de plus en plus, et de plus en plus répartis. Je pense que ce serait une grave erreur. Alors je retiens de ce que vous dites, la volonté de maîtriser notre propre destin, mais ça, je pense que le protectionnisme n'est ni la meilleure manière de le faire, ni surtout la seule manière de le faire. Sur la question financière, vous avez raison de poser la question, parce que la question de l'endettement, c'est une question qu'on n'a pas abordée et qui est tout à fait importante dans la phase actuelle. C'est-à-dire qu'on a eu, à des degrés divers selon les pays, selon des modalités différentes, certains ça a été plus par l'endettement privé, d'autres ça a été plus par l'endettement public, on a eu une phase dans laquelle on a continué à fabriquer de la demande par l'endettement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle il y a peu de croissance, donc pas de croissance depuis 5 ans, donc toute la dette accumulée, elle est toujours là, elle est en termes de niveau de la dette par rapport au niveau du revenu, elle est au même niveau, voire beaucoup plus haut, si on tient compte de toute la dette supplémentaire qui s'est accumulée pendant toutes ces années. Il n'y a pas d'inflation qui efface la dette, et donc ça pèse très lourd. La seule bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt sont aujourd'hui très faibles, et donc on n'a pas un effet boule de neige avec les taux d'intérêt. Mais ça pèse très lourd. Et donc ça, c'est un facteur qui d'abord explique pourquoi on a du mal à sortir de cette situation, la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que le poids de la dette, que ce soit encore une fois public ou privé, c'est quelque chose qui freine la reprise, qui explique pourquoi,
après des crises financières, la reprise est en général beaucoup plus difficile, beaucoup plus lente. Et puis même en regardant devant nous, il y a la question de savoir comment on va revenir, à quel rythme on va revenir à des niveaux d'endettement plus acceptables, plus sûrs, et qu'est-ce que ça implique sur notre rythme de croissance. Donc absolument, vous avez raison de poser la question, et je pense qu'on peut continuer sur ce thème, c'est un thème important. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'évolution du taux d'emploi, alors on a en Europe, j'ai fait une comparaison avec les États-Unis. J'ai dit qu'en fait, la chute de l'emploi était plus importante, notamment relative aux États-Unis, qu'en Europe. On a quand même chuté en Europe. On a fait, au plus fort de la crise, on a fait du partage du travail, c'est-à-dire qu'on a fait du chômage partiel, on a préservé l'emploi en partie par ces mécanismes. En particulier, ça a été très fort en Allemagne. Ça n'a pas du tout été le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, l'ajustement s'est fait complètement par l'emploi. Les entreprises n'ont absolument pas joué sur des chômages partiels, sur la durée du travail. Ils ont systématiquement joué sur leurs effectifs. Maintenant, est-ce que c'est une manière... C'est une manière d'absorber le choc, et ça, je crois qu'on l'a fait en partie. On aurait peut-être pu le faire plus. Est-ce que c'est une manière de répondre à la situation dans laquelle on est de manière permanente? Ça veut dire qu'on accepte, qu'on considère comme normal, durable, le fait qu'on a effectivement pas de croissance, qu'on a une contrainte qui nous empêche de retrouver un sentier de croissance plus fort. Bon, c'est pas la problématique qu'on a développée l'un et l'autre dans cette discussion. Oui, un point peut-être pour revenir sur la dette, parce que c'est effectivement, la dette et finances, c'est effectivement un point qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Heureusement que monsieur soulève la question. Est-ce qu'on peut résoudre notre problème d'endettement sans croissance dans les années qui viennent, Xavier? Oui, on peut résoudre notre problème d'endettement dans les années qui viennent même s'il n'y a pas de croissance. En fait, si on le résout en dépensant moins, en remboursant notre dette, on aura moins de croissance. Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a moins de croissance. C'est parce qu'on essaye de rembourser notre dette. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même, en matière de causalité, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est on n'est pas dans une crise aujourd'hui qui est liée au fait qu'on avait trop de dettes avant et qu'on paye la conséquence de ça. En fait, la dette, elle est apparue assez mécaniquement pendant la crise. C'est-à-dire quand l'activité s'effondre, oui, les dépenses sont plus inertes que les recettes, pour tous les agents, en particulier les agents publics, et donc la dette augmente. Alors, on a eu une deuxième phase de la crise où certains pays, face à l'augmentation de cette dette, n'ont pas pu faire face et se retrouver dans un risque de coupure de financement par les marchés financiers qui a été largement accentué par le fait que l'Europe n'était pas dotée de mécanismes pour essayer de trouver des solutions peut-être plus pertinentes que l'arrêt du financement par les marchés quand il y a un problème de dette. Mais une façon de sortir de le problème de la dette, c'est de rembourser sa dette, et ça, effectivement, ça pèse sur l'activité. Alors, c'est pas la seule. Il y a d'autres solutions possibles. On peut faire un peu d'inflation. Bon, c'est peut-être pas si simple que ça dans le monde d'aujourd'hui, mais pas parti pour. Hein. Au moins théoriquement, oui. Mais au moins théoriquement, c'est en tout cas une façon de faire. On peut faire quelque chose d'assez radical qui serait de faire défaut sur sa dette, c'est-à-dire de dire je la paye pas, et donc mon créancier lui-même va avoir un problème, mais après tout, peut-être que mon créancier est très riche et donc ce sera moins un problème pour lui que pour moi, et donc comme ça on efface les dettes. Bon, c'est ce que probablement à un moment ou à un autre on sera obligé de faire avec la Grèce. Hein. On l'a déjà fait en partie, on l'a peut-être pas fait suffisamment, et probablement il sera nécessaire de le refaire. On le fera discrètement, calmement, pour pas que ça panique l'ensemble de la planète. Mais c'est une question qui est, disons, sur toutes les consciences aujourd'hui. Il y a une autre solution qui a été défendue par un spectre assez large de gens, puisque ça va des néo-libertariens du FMI jusqu'à Thomas Piketty. Donc c'est parfois un accouplement assez curieux, qui consiste à dire que, en fait, oui, on est dans un monde dans lequel il y a beaucoup de dettes, mais on est dans un monde aussi où il y a énormément de richesses. En fait, il y a des richesses, même quand on prend un pays comme la France, il y a des richesses qui sont beaucoup plus grandes que toutes les dettes du pays.
Donc, et dans des proportions inimaginables. Enfin, la dette publique par habitant aujourd'hui, ça doit être quelque chose comme 25 000 euros. Le patrimoine moyen par habitant, net de toutes les dettes, c'est quelque chose comme 170 000, 180 000 euros. Donc, on pourrait dire, en fait, c'est simple, il suffit de prendre une fraction de cette richesse. Et on est loin de la prendre tout entière. Hein. Une année de revenus. Une année de revenus ou 10% à 15% du patrimoine moyen des Français. Et si on prend 10% à 15%, 10 à 15% du patrimoine moyen des Français, on peut rembourser intégralement toute notre dette publique. Donc il y a là une solution. Alors cette solution, elle ressemble un peu à la solution du défaut sur la dette. Il y a une grande différence, c'est que quand on prend le patrimoine, on est sûr de prendre aux riches et pas simplement à ceux qui détiennent des titres de dette sur l'État. Parce que vous pouvez détenir des titres de dette sur l'État sans même le savoir, parce que vous avez une assurance vie, voilà, et sans avoir forcément beaucoup d'argent. Et si on fait défaut sur la dette de l'État, votre assurance vie disparaît et vous êtes totalement ruiné. Alors que si on prend sur la richesse, on fait un inventaire d'abord de cette richesse, et donc comme on a fait à la Révolution, on ponctionne prioritairement les riches pour avoir le remboursement de la dette. Bon, quand on met toutes ces solutions, au fond, elles ont des points communs, c'est-à-dire qu'elles visent à faire disparaître cette dette. La question est de savoir, entre toutes ces solutions, laquelle on considère la plus juste et éventuellement la moins brutale. Aujourd'hui, le choix qu'on a fait, il est assez clair, il est de rembourser patiemment nos dettes, même si ça a un coût en termes d'activité et même si ça prolonge le chômage. Jean, un commentaire bref, si c'est possible. Oui, d'abord j'ai un point de désaccord sur le fait de dire on n'est pas dans une crise de dette. Il y a un certain nombre de pays qui sont dans une crise de dette. Les États-Unis, il y avait un surendettement des ménages et c'est ça qui a fait le surendettement pour l'achat de biens immobiliers, l'Espagne, la Grèce, le surendettement public, etc. Donc il y a quand même beaucoup de... L'endettement privé repart à la hausse très rapidement aujourd'hui au Royaume-Uni également. Oui, oui. Non, mais donc il y a quand même, dans cette crise, il y a un des éléments de crise de l'endettement, même si ensuite, la crise elle-même en a rajouté, et en a rajouté beaucoup. Ensuite, par rapport à ce débat, je pense que on sera d'accord pour dire, et je pense que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Xavier Timbaud, c'est-à-dire que il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des choix et ça consiste toujours à faire porter la charge sur certaines catégories. Alors il y a des choix qui sont du point de vue il faut les analyser du point de vue de l'efficacité, du point de vue de leur impact économique et du point de vue de la justice. Du point de vue de la justice, on pourrait dire le plus préférable a priori, il n'y a rien de mieux que la fiscalité. Parce que la fiscalité, ça permet de décider exactement. Et en plus, ça permet à une société de délibérer de la manière dont elle veut répartir la charge. Bon, l'inflation, à l'inverse, c'est beaucoup plus aveugle. C'est beaucoup plus général. Alors, l'inflation, le problème aujourd'hui, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on n'en a pas assez et que notre problème, c'est que si on a une cible d'inflation à 2% et qu'on se dirige, maintenant on est en dessous de 1% et qu'on se dirige vers le bas, alors là, on va bloquer un certain nombre de phénomènes. C'est-à-dire que non seulement dans la zone euro, on a besoin d'avoir du désendettement, mais on a aussi besoin de rétablir les positions des pays qui ont fait trop d'inflation dans le passé par rapport à ceux qui n'en faisaient pas beaucoup. Et donc, en gros, il faut que l'Allemagne ait plus d'inflation que les pays d'Europe du Sud. Si l'Allemagne a moins de 1% d'inflation, on bloque complètement le phénomène d'ajustement et on force à la déflation des pays qui, par ailleurs, sont des pays qui ont des problèmes de dette, et donc on crée des situations mécaniquement qui sont des situations extrêmement risquées du point de vue de la dette. Donc oui, on a besoin d'avoir, peut-être pas beaucoup d'inflation, mais en tout cas, on a besoin d'avoir l'inflation qui correspond à l'objectif qui avait été fixé et qui déjà nous donnerait un peu d'air par rapport à la situation dans laquelle on est. Nouveau bouquet de questions. Je vous vois pas bien, je suis désolé, je suis un peu ébloui. Là-haut. Au balcon, pardon, excusez-moi. Je voulais évoquer le salon qui a eu lieu récemment à Las Vegas. Alors, je ne sais plus exactement, c'est les produits de consommation numérique nouveaux. Et comme l'année dernière, les Français, qui étaient très nombreux, les plus nombreux des Européens, ont obtenu les premières places avec les meilleurs produits. Alors là, il s'agit de start-up
comment se fait-il que tous ces Steve Jobs en puissance, là, dans notre pays, on n'arrive pas à faire que ça crée de l'emploi, etc. Est-ce que le problème ne vient pas d'idées comme protectionnisme, etc., où on cherche à tout prix à aider les emplois non qualifiés plutôt que de favoriser toutes ces nouvelles technologies? Et je prends un exemple pour finir, c'est qu'on forme 33 000 ingénieurs en France qui trouvent du boulot sans aucun problème, et paraît-il, on pourrait facilement en former 10 000 de plus. Bon, il n'y a pas, c'est jamais que 10 000, mais dans plein de domaines, c'est comme ça. Merci. Question suivante, monsieur. Oui. Ici, si vous... Oui, pour monsieur Timbaud. Non. Après à droite. D'abord à gauche, après à droite. Allez-y. Pour monsieur Timbaud. Donc, j'aime bien les deux principes que vous évoquez ensemble, celui de prudence et celui d'audace. Comment faites-vous pour les respecter quand il s'agit de gaz de schiste, par exemple? Ça tombe bien, Xavier Timbaud est géologue, il va vous répondre. Je plaisante. C'est une question importante. Non, j'ai tort de plaisanter, c'est une question importante. La question à droite. Ma question s'adresse un peu plus particulièrement à monsieur le commissaire à la prospective. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la perspective des propos tenus par Michel Rocard depuis quasiment 30 ans, en constatant qu'on avait une difficulté française, peut-être pas que française, à s'inscrire dans le long terme et dans la prise de risque. Je ne sais pas, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment le fil rouge de notre commissaire à la prospective s'inscrit dans son travail de prospectiviste, si tant est que ça se dise. Je ne sais pas si ça se... Si ça se dit maintenant, on dit prospectiviste, et on a la chance d'en avoir un ici, donc on va lui poser la question tout de suite. Une dernière question. Là-haut, au dernier rang. Oui, il y en a une là-haut. Attendez d'avoir un micro, sinon les autres ne vont pas vous entendre. Ah, pardon, donc, le micro est en bas. Le prochain coup, je vous donne la parole. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Alors, moi, je voulais juste relayer les quelques réactions sur Twitter. Donc, en synthèse, il y a des questions sur ce que vous pensez des économies alternatives comme le revenu de base. Et une autre question qui vous demande si le modèle coopératif était une solution pour sortir de la crise. Est-ce que le modèle coopératif est une solution pour sortir de la crise? On y va, Xavier? Juste deux mots sur deux questions. Alors, les trophées obtenus par les jeunes startups françaises aux États-Unis et ce que ça nous renvoie en termes de pourquoi on n'est pas aussi dynamique que les États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les Américains disent de ça. Les Américains disent la France c'est génial parce qu'ils dépensent énormément d'argent pour former des ingénieurs. En fait, on est un des pays qui produit le plus grand nombre d'ingénieurs par habitant. On est dépassé aujourd'hui par certains pays émergents, l'Inde et la Chine, mais si parmi les pays développés, on est un des pays au monde qui produit le plus d'ingénieurs par habitant, avec des écoles qui sont des écoles et des universités qui sont très réputées. Et ce que les Américains disent, nous, notre problème, c'est que notre système d'éducation supérieure, il a été mangé par les avocats et la finance. Donc, si les Français ont des trophées, c'est parce qu'en fait, les jeunes Américains brillants vont être avocats, ils aideront à déposer des brevets à des Français, et vont faire de la finance, ils aideront à financer les startups qui se bâtiront éventuellement en France. Bon, alors, voilà, peut-être que ça peut nous aider à réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Peut-être qu'il faut qu'on ait plus d'avocats et de financiers pour financer nos startups. Et puis, peut-être aussi qu'il faut qu'on s'intéresse à ce potentiel qu'il y a chez nous. C'est un élément qu'on peut rappeler à nos déclinistes, qu'il y a des choses à faire. Sur les gaz de schiste, comment être à la fois audacieux et prudent? Alors, en fait, sur les gaz de schiste, il se trouve que nous avons un peu travaillé sur cette question. Donc, j'ai une réponse à vous apporter, même si je ne suis pas géologue, et qu'évidemment, il y a des questions de géologie qui sont importantes derrière. Je peux vous couper juste sur un point. J'ai plaisanté là-dessus, en fait, sans trop plaisanter, parce que je pense qu'il y a une vraie question géologique avant d'avoir un débat économique. Est-ce qu'il y en a sous nos pieds, oui ou non? Apparemment, j'y viens. C'est pas sûr du tout. Ça fait partie de l'audace. S'il n'y en a pas, c'est pas la peine qu'on ait le débat. Oui, voilà, ça fait partie de l'audace, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on a sous nos pieds. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux gaz de schiste? Les gaz de schiste,
c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on n'est pas du tout sûr des conséquences potentiellement négatives, à la fois de l'exploitation des gaz de schiste et ensuite de l'utilisation de ce qui reste quand même des produits carbonés, fossiles, en matière d'émissions de CO2. Donc, le prix actuel, disons, qu'on peut mettre sur l'exploitation des gaz de schiste, donc ce que vous obtenez quand vous vendez un mètre cube de gaz de schiste, ce prix actuel ne représente pas les dommages potentiels à l'environnement. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce paramètre de dommages potentiels à l'environnement, en dehors des effets sur le CO2, donc c'est tous les effets qui sont liés à l'exploitation, lui-même est dépendant éventuellement des technologies futures d'exploitation qu'on pourrait avoir sur les gaz de schiste. Ces technologies ont beaucoup évolué, elles continuent d'évoluer, et surtout, on continue d'évoluer dans l'évaluation qu'on fait de ces techniques. C'est assez important aussi, c'est qu'il y a plein d'incertitudes là-dessous. Aujourd'hui, probablement, la bonne attitude face au gaz de schiste, c'est de dire qu'il faut absolument savoir quelle est la quantité de gaz de schiste qu'on pourrait exploiter. Donc ça suppose de faire de l'exploration même assez extensive, avec des sondages, de donner une valeur à cette exploitation et de surtout ne pas l'exploiter. En disant, on a un trésor sous nos pieds, on peut le laisser à nos enfants ou à nos petits-enfants. Si c'est effectivement un trésor, je veux dire, le gaz, on continuera à en utiliser dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc sa valeur dans le temps ne va pas se déprécier. En fait, on peut même estimer que le gaz sera beaucoup plus précieux dans 100 ans qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça se trouve, sa valeur augmentera. Donc il vaut mieux le garder dans le sol. Et si on est sûr de ce qu'il y a dans le sol, on peut emprunter un peu d'argent à la banque. Et il y a des tas de banques dans le monde, puisque par exemple, les Chinois épargnent beaucoup, donc ils ont trop de liquidités. Épargner un peu la banque en disant, regardez, on a ce capital sous nos pieds qu'on est prêt à utiliser pour servir de collatéral, en quelque sorte, à notre emprunt. Donc c'est ça la solution qui combine à la fois probablement le mieux la prudence et l'audace. Et si jamais on finit par se mettre d'accord sur le fait que les gaz de schiste sont très très dommageables quand on les exploite pour l'environnement, là, on aura une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que notre trésor sous les pieds ne sera pas un trésor. Et donc, il faut peut-être intégrer ça aussi en étant assez prudent dans l'évaluation qu'on fait de ce trésor aujourd'hui. On va donner l'idée aux Norvégiens qui ont du pétrole, il ferait mieux de le garder. Mais les Norvégiens, ils ont une stratégie sur justement l'exploitation du pétrole qui a été dans un premier temps de constituer un fonds, une épargne financière importante, donc en exploitant le pétrole, mais aujourd'hui, de ne pas l'exploiter trop vite, parce que le prix du pétrole étant quand même plutôt à la hausse, il vaut mieux le garder dans le sol quand on n'en a pas besoin, et savoir combien on en a. Enfin, ils continuent à prospecter, ils en ont découvert encore beaucoup. Mais ils continuent à prospecter, parce que prospecter, c'est savoir combien on a, et ça, c'est essentiel pour les décisions qu'on prend. Mais une fois qu'on a trouvé beaucoup de pétrole, se ruer pour l'exploiter, c'est généralement pas une bonne idée. C'est pas ce que fait non plus l'Arabie Saoudite, qui est un grand producteur, mais qui est aussi les premières réserves aujourd'hui dans le monde en matière de pétrole. Jean Pisani-Ferry. J'admire l'intelligence technique et politique de Xavier Timbaud sur le sujet des gaz de schiste. Je vais reprendre la question sur les start-up. Il y a une dimension la question qui est pourquoi est-ce que tout ça, ça ne donne pas des entreprises qui se développent, et pourquoi tout ça, ça ne donne pas un modèle non seulement de création de produits, d'innovation, mais aussi un modèle de croissance. Et ça, c'est quelque chose de très frappant en France et en partie en Europe de manière générale, c'est qu'on ne sait pas faire grandir nos entreprises. C'est-à-dire qu'on a un modèle de croissance qui était appuyé sur des grands groupes, qui faisaient de l'innovation à l'intérieur des grands groupes, donc l'innovation plutôt qu'on appelle incrémentale, c'est-à-dire on change de produit, on change de processus, mais on n'invente pas des choses radicalement nouvelles, et puis qui organisaient de cette manière leur développement, et l'économie française était appuyée là-dessus. Bon, si vous voulez, l'exemple Airbus, ou voilà, vous prenez nos grands groupes, c'est largement ça. Et l'économie américaine a inventé un nouveau mode de croissance, qui est le mode de croissance qui se repose sur des entreprises qui partent de pas grand-chose et qui deviennent des champions mondiaux en l'espace d'une ou deux décennies. Il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, Facebook, Twitter n'existaient pas. Et on peut multiplier les exemples de croissance extrêmement rapide d'entreprises qui deviennent des champions mondiaux. Alors ça repose sur quoi? Ça repose d'abord sur des disponibilités de financement. Toute la question de la capacité du système financier à porter
projets de ce type. Un système qui reposait beaucoup sur le financement bancaire, comme traditionnellement le système financier français n'est pas tellement prêt à porter des croissances de ce type dans lesquelles il faut pendant longtemps financer sans qu'il y ait du profit, et puis à un moment, ça décolle. Et puis ça repose aussi sur le fait qu'on accepte que ces nouveaux entrants, ces nouveaux arrivants, ils déplacent un peu nos modes de faire. Hein. C'est-à-dire que ça renvoie à la discussion sur le libéralisme, et c'était un peu pour ça d'ailleurs que je réagissais, parce que je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des marchés des produits qui font un peu plus de place à l'innovation et qui laissent, lorsqu'il y a une technologie qui est meilleure, qui offre un meilleur service, etc., qui lui laisse prendre sa place. On a un peu trop, dans certains domaines, disons, des marchés qui sont un peu cartélisés, dans lesquels on ne fait pas leur place à ces innovateurs. Alors la combinaison d'avoir des grandes entreprises, tout un système industriel qui est dominé par les grandes entreprises, un système financier qui est assez bancarisé, d'avoir sur le marché des produits pas beaucoup de capacité à faire de la place à des nouveaux entrants, ça ne nous permet pas de valoriser ce qui est effectivement, et je suis totalement d'accord avec Xavier Timbaud, quelque chose qui est dans une tradition ancienne française. C'est-à-dire qu'on est une nation, beaucoup d'ingénieurs, d'innovateurs, enfin on a une longue tradition d'innovateurs industriels, et aujourd'hui on ne la laisse pas s'exprimer, alors même qu'on a des talents et des gens qui s'exportent, pas forcément pour des raisons fiscales, mais peut-être simplement parce qu'ils peuvent développer leurs idées et en faire des projets mieux dans d'autres pays. Ça, je trouve ça dommage. Pour votre malheur, Twitter existe désormais, contrairement à il y a 10 ans, et il nous pose 2 questions. Une question sur le revenu de base et une autre sur le modèle coopératif comme solution de sortie de crise. Avez-vous une idée sur ces sujets, messieurs ? Alors, le revenu de base, c'est un gros dossier. Ça a plus à voir avec les questions de redistribution. Il faut peut-être qu'on explique d'abord ce que c'est. Alors le revenu de base, c'est donc donner un revenu universel à chacun. Ce revenu universel, ensuite, il est financé par l'impôt. Et donc, mais le simple fait d'être citoyen d'un pays, voire même résident d'un pays, vous donne droit à ce revenu sans avoir besoin de travailler. Et le revenu de base est censé vous permettre d'accéder à un certain nombre de biens essentiels, premiers, et donc d'être un instrument de lutte contre la pauvreté et contre les inégalités, ou en tout cas dans leur partie les plus inacceptables. Mon collègue Guillaume Allègre a beaucoup de discussions, il a travaillé sur cette question, il a beaucoup de débats, vous les retrouverez sur Twitter par exemple, sur le revenu de base, donc tapez hashtag revenu de base, et vous trouverez sur Twitter les discussions entre Guillaume Allègre et d'autres, et puis vous trouverez aussi sur le blog de l'OFCE des éléments là-dessus. C'est un dossier qui est rapidement assez complexe et assez technique. Je dis un mot là-dessus aussi. Je pense que l'idée, en fait, elle se rattache énormément à tout ce qu'on a discuté. C'est-à-dire, l'idée, c'est que la productivité, c'est quelque chose qui a une forte dimension collective, qui est la propriété d'une société. Et qu'au fond, la manière c'est un peu cette idée des droits qu'on a par rapport à la productivité d'une économie. Au fond, le fait d'être citoyen, on partage ça. Qu'on acquiert en étant citoyen, parce que c'est pas le produit d'un effort particulier, d'un investissement particulier, d'un travail particulier. C'est la propriété d'une société dans son ensemble, et finalement, chacun y a droit de la même manière que chacun a le droit d'avoir accès à des rues qui sont équipées, d'avoir tout ce que... J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être qu'on accélère là. Donc, au revoir. Donc il y a un fondement qui me semble être fort, et qui fait que c'est une idée qui a de la force du point de vue à la fois économique, philosophique. Maintenant, je ne pense pas que ce soit compatible avec le type de système de protection sociale qu'on a. C'est-à-dire dans un système dans lequel on a déjà beaucoup de prélèvements pour financer de la dépense publique, des biens publics et de la protection sociale. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait prélever encore plus pour que chacun ait le revenu de base, et par-dessus ça, ensuite, on aurait, disons, ce que chacun acquiert par son travail. C'est beaucoup plus une utopie d'une société qui n'a pas ces institutions sociales. Comme on a commencé en retard, je me permets de déborder un petit peu pour prendre la dernière... Pardon ? Non, on ne va pas être tout seul. Il y a des lycéens qui nous ont quittés, et il y a un café citoyen qui commence en même temps. C'est pour ça que certains s'en vont. Je vais prendre la dernière question de monsieur tout en haut, parce que je m'y suis engagé.
si on veut bien lui passer un micro, et puis ensuite... Oui, merci. Comment ? Oui, le modèle le coopératif. modèle coopératif. Allez-y, posez votre question, et vous avez raison, on reprendra celle-ci. Sur l'Europe, la zone euro ou l'Union européenne a été, semble-t-il, plus particulièrement frappée par l'absence de croissance. En retournant la question, est-ce qu'une politique européenne positive pourrait être une solution pour retrouver la croissance nécessaire ? Si vous me permettez, en trichant juste un peu, je voulais vous demander si le taux de croissance étant quelque chose qui se subit plutôt qu'il se décide, est-ce que les 3 I, innovation, initiative et investissement, ne seraient pas plutôt à moyen terme une politique plus réaliste ? Merci. Bien, ça fait 2 grosses questions. On peut rester ensemble jusqu'à 19h si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y a une politique européenne de croissance ? Et le modèle coopératif aussi. Le coopératif, je n'ai pas oublié. Et on va commencer par la politique européenne de croissance. Bon, telle qu'elle est posée, la question, la réponse est forcément oui. C'est-à-dire, est-ce qu'une politique positive de croissance pourrait faire plus de croissance ? Oui. Et pourquoi la zone euro et l'Union européenne ont subi la crise des dettes souveraines de la zone euro ? C'est probablement parce que... c'est une interprétation en tout cas qui est à ma faveur, parce que le dispositif institutionnel européen était un peu au milieu du gué entre un modèle avec des États souverains et indépendants et disposant de tous les instruments de leur politique économique, et de l'autre côté un modèle, disons, plutôt fédéral ou cosmopolite, comme on pourrait dire aussi, dans lequel il y a un transfert d'un certain nombre d'instruments au niveau européen, et que le fait que ce modèle ne soit pas complété a eu un coût en termes de croissance. Alors, tout ce qui irait vers la complétion de ce modèle pourrait être positif. Certains disent qu'il faut le démanteler pour retrouver la croissance. Je pense que c'est pas la bonne voie, et donc voilà, la réponse serait oui. Sur le fait que la croissance ne se décide pas et qu'elle se subit, je dirais pas qu'elle se subit, je dirais qu'elle se constate. Mais oui, je pense que c'est essentiel de bien comprendre que la croissance ne se décide pas. Elle est le résultat assez complexe de l'ensemble des décisions des agents économiques, de ce qu'ils font, de ce qu'ils décident. Donc ça dépend de l'environnement dans lequel on les met. Je pense aussi, comme l'a très bien dit Jean Pisani-Ferry, qui est qu'on partage une propriété commune, cette société dans laquelle on est, et que donc on n'est pas simplement la somme de ces individus, mais qu'il y a aussi des éléments collectifs dans tout cela. Donc dans les choses, on constate la croissance, elle est le produit de tout un tas de décisions, de tout un tas d'individus, des innovateurs aux salariés qui participent aussi à la croissance. Elle est aussi le fruit des décisions collectives qui sont prises. C'est par exemple la macroéconomie qui s'intéresse à cet objet. Et c'est ça aussi qui rend à la fois complexe, mais qui nous donne aussi des leviers. Donc il faut arriver à manipuler tous ces leviers, l'environnement, la macroéconomie, les décisions individuelles, pour arriver à faire cette croissance, ou constater cette croissance. Est-ce que le modèle coopératif est une solution de sortie de crise ? Oui, juste un mot quand même là-dessus. Je pense que c'est beaucoup plus facile de conduire une politique de croissance quand on est une économie en rattrapage. Alors on peut être bloqué par des tas de choses. On peut être bloqué par le fait que le niveau d'éducation est faible, le fait qu'on n'a pas assez de capital, on n'a pas assez d'épargne. Enfin, il y a des tas de blocages qu'on connaît. C'est pour ça que, il ne faut pas dire le développement, c'était facile. Mais en revanche, quand on a surmonté ces blocages, c'est beaucoup plus facile parce qu'on sait où on va. On sait qu'on a une image du développement et on sait qu'on va dans cette direction. Et dans le cas de la France, ça a été les grands programmes d'équipement. Lorsqu'on a fait les grands programmes d'équipement, les télécoms, lorsqu'on a fait les grands programmes d'équipement logement, lorsqu'on a fait les plans de modernisation dans l'industrie, etc. Donc c'était beaucoup plus facile parce qu'on n'avait pas tellement d'incertitude sur quelle était la direction. C'est beaucoup plus difficile lorsque vous approchez de la frontière, c'est-à-dire que lorsque vous devez inventer ce que c'est que la croissance future. Et c'est le genre de situation dans laquelle on est malgré tout aujourd'hui. Parce que voilà, le problème d'Airbus, c'est pas de fabriquer des avions qui imitent les avions américains d'il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est d'inventer les avions de demain. Et donc là-dessus, sont
je vous regarde, monsieur, parce que c'était un peu la question que vous posiez à propos du protectionnisme. Je crois qu'hier, c'était plus facile aussi parce qu'on était dans une situation différente par rapport au progrès technique. Alors aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire, je ne dirais pas à coup sûr, mais qui sont de très bons investissements. L'investissement éducatif, c'est un très bon investissement. L'investissement de la recherche, c'est un bon investissement aussi. Il y a donc un certain nombre d'efforts qu'on peut faire, et puis la combinaison, comme disait Xavier Timbaud, entre ce qui est du côté de l'offre et ce qui est du côté de la demande, il y a un certain nombre de choses dont on sait que ça aide. Alors ensuite, ce qu'est la croissance, effectivement, on ne le décide pas. Ce qu'est la croissance, ça résulte de tout ça. Mais enfin, il y a des éléments dans une direction dans laquelle on peut aller, sur lesquels on peut avoir des événements et on peut avoir des capacités de choix. Et ces choix ne sont pas toujours faciles d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire aussi que si on fait des efforts dans tel domaine, on en fait un peu moins dans un autre, on est toujours quand même sous contrainte de ressources. Sur le modèle coopératif... Enfin. Écoutez, Xavier, tu répondras aussi à cette question, du coup. D'accord. Ce sera une punition. Allez. Non, mais le modèle coopératif, je parle... c'est Thierry Pêche qui devrait répondre à ça, puisqu'après tout, je vais répondre aussi. Alors. Non, mais c'est lui qui a l'expérience de la gestion d'une institution coopérative. Moi, j'en sais rien. Je n'ai pas cette expérience. Non, je pense que c'est un des modèles qui coexistent. Est-ce qu'il a démontré des capacités particulière par rapport à la question qu'on pose, c'est-à-dire par rapport à la question croissance, renouvellement, j'ai un peu de doute. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas nécessairement un modèle qui est le plus apte à produire de l'innovation, à saisir de l'innovation pour des raisons particulières qui tiennent au traitement du capital dans le modèle coopératif. Je fais la conclusion. Je serais prêt à rejoindre Jean Pisani-Ferry sur le fait que peut-être le modèle coopératif n'est pas le mieux quand il s'agit de maximiser le rendement du capital. Maintenant, les économies dans lesquelles on est, même si on souhaite qu'il y ait beaucoup d'innovation, sont des économies dans lesquelles il y a une grande diversité d'activités, il y a un grand secteur non marchand. Et là, le secteur coopératif n'est pas forcément un secteur dans lequel le fait d'être dans des formes associatives ou dans des formes sans but lucratif ou d'être dans des formes avec des gouvernances plus complexes et pas actionnariales, sont des modèles qui peuvent en fait produire des résultats meilleurs que des modèles d'entreprise par action, par exemple. Et donc il ne faut pas négliger ce segment-là de l'économie, ces formes-là de propriété, dans lesquelles les parties prenantes sont mieux identifiées finalement que dans des formes soit complètement collectivisées, soit des formes complètement privatisées, et que oui, ça peut avoir une justification assez forte dans un champ de l'économie qui est très large. L'économie marchande, c'est plus d'un tiers de nos économies dans les pays développés, pas simplement en France, mais dans tous les pays développés. Donc ça laisse beaucoup de place pour ce genre de modèle. Un mot, Jean Pisani ? Un mot pour ne pas donner l'impression que je fais l'apologie implicitement du modèle capitaliste. Je pense que le modèle capitaliste a beaucoup de défauts aussi par rapport au vecteur de la croissance. Et en particulier, il a le défaut que tout ce qui est les compétences, c'est extrêmement mal représenté dans la gouvernance du modèle capitaliste traditionnel. Et du coup, ça ne donne pas les bonnes incitations au développement, à l'acquisition des compétences. Et ça exproprie des salariés qui vont investir dans l'acquisition de certaines compétences qui ont une valeur pour l'entreprise qui les emploie et qui n'auront pas nécessairement de valeur marchande. Et du coup, d'ailleurs, on en voit l'effet, c'est-à-dire que les salariés de plus en plus ont des comportements qui consistent à ne pas investir beaucoup dans les compétences spécifiques à leur entreprise parce qu'ils savent que demain, ça peut ne rien valoir du tout. Donc il y a quand même un problème de gouvernance et de représentation de ce que c'est que la compétence et le savoir dans l'entreprise capitaliste, qui est un problème pas du tout résolu. Bon, alors un mot, je me donne la parole sur ce sujet. Je crois qu'il y a un point qui est très clair. C'est pas un hasard si les coopératives sont très peu représentées dans le secteur manufacturier, ce qui est le secteur le plus intensif en capital. La levée de fonds est difficile par des entreprises qui ont une promesse de rémunération du capital qui est structurellement faible, statutairement faible. Donc on trouve les coopératives dans les secteurs qui sont assez peu intensifs en capital. Je crois qu'il y a une grande coopérative dans le secteur manufacturier, c'est Acom, je crois, qui fabrique des fils. Je parle sous le contrôle de Marc Chevalier, qui connaît un peu ce sujet. Maintenant,
au profit du modèle coopératif, je trouve que d'expérience, pour ce que j'en ai vu, pour ce que j'en vois, c'est un modèle qui favorise davantage l'efficacité et qui met en lumière le fait qu'on a un capitalisme, je dirais, normal, qui, lui, en favorisant la rentabilité, n'a pas toujours favorisé l'efficacité, en réalité. Je pense que le modèle coopératif est souvent un modèle assez efficace en termes de mobilisation, de motivation des salariés, des parties prenantes, parce que ce sont aussi des actionnaires, en termes d'implication, et aussi en termes de reconnaissance des compétences des uns et des autres. Et de ce point de vue-là, si l'économie, je dirais, ordinaire pouvait trouver là quelques leçons à tirer, je ne sais pas comment elle pourrait les importer, on y gagnerait tous. Et de ce point de vue, c'est peut-être effectivement un modèle dans lequel on peut trouver des valeurs qui seront source de croissance dans le futur. En tout cas, j'ai eu, puisque je vais quitter ces fonctions, vous m'invitez à en parler, un grand plaisir et ça a été un grand honneur de diriger une coopérative pendant 4 ans. Voilà, sur ces confessions, je remercie nos invités. Je vous invite à saluer leurs prestations. Je vous rappelle qu'une partie de ces débats, vous les retrouverez dans le hors-série d'Alternative économique qui porte le même titre. C'est un hasard incroyable que cette rencontre, faut-il dire adieu à la croissance, il est en vente à la librairie qui est à l'étage. Merci de votre attention et à très vite.